Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch et qui résume et analyse tous les shows de la WWE chaque semaine. Et aujourd'hui, nous sommes partis pour un super catch-up, une double dose supplément SmackDown avec le SmackDown du 19 mai 2023 et le Raw du 22 mai 2023. Et pour ce joyeux programme, je suis accompagné de mon ami Géliel. Comment ça va, Géliel ? Salut Giscal, ça va très bien, ça va très très bien. Et effectivement, double dose de slip humide et compagnie pour ce super catch-up avec ces deux SmackDown, avec ce SmackDown et ce Raw. Exactement, deux shows en route vers Night of Champions en Arabie Saoudite, puisque à l'heure où nous enregistrons cet épisode, il ne restera plus qu'un SmackDown ensuite et que nous sommes à deux petits jours de ce pay-per-view où toutes les ceintures soi-disant sont défendues, mais pas vraiment. On va voir, on va voir en tout cas ce que nous réserve ce build. Et on va commencer avec SmackDown qui était donc le 19 mai, vendredi dernier, à la Colonial Life Arena de Columbia, en Caroline du Sud. Michael Cole et Wade Barrett nous accueillent, mais plus précisément, qui nous accueille ? Eh bien, c'est la Bloodline. La Bloodline version post-draft de SmackDown, avec uniquement Roman Reigns, le Special Counsel Paul Heyman et Solo Sikoa qui sont dans le ring. Qui commence à qui nous rappelle le fait que ils vont avoir un match pour les ceintures par équipe, Solo Sikoa et Roman Reigns, qui vont pas venger les Usos, mais plus que les venger, leur montrer un petit peu comment on fait le job. C'est plus ça, l'histoire du moment. Les Usos sont un petit peu mis de côté, je demande au public de le acknowledge, comme à son accoutumée. Et là arrive très vite Kevin Owens et Sami Zayn, les tenants du titre, leurs futurs adversaires, qui arrivent. Écoute, Roman Reigns c'est pas mécontent de les voir, parce qu'il leur dit, écoutez, ça tombe bien que vous soyez là, puisque j'allais demander au public de me acknowledge, mais finalement, l'autre truc qui restait à faire, et justement, il comptait demander aux champions de venir, parce qu'il comptait justement leur demander de eux aussi l'acknowledge, le reconnaître, et puis aussi, s'ils pouvaient en chemin, déposer leur ceinture par terre devant le Tribal Chief, et puis s'en aller, ce serait aussi ça de fait, puisque ça ferait gagner du temps à tout le monde, puisque bien évidemment, le chef tribal et son Solo Sikoa vont, ça ne fait aucun doute, remporter les titres samedi. Donc voilà, faisons gagner du temps à tout le monde. Alors évidemment, Sami Zayn et Kevin Owens sont pas d'accord. Alors Kevin Owens qui veut prendre le micro, mais dans son style du moment, dans son fight Owens fight, finalement, il se ravise et puis il trouve que c'est plus simple de se foutre sur la gueule. Donc il balance son micro, ses ceintures, il se prépare à se castagner. Mais du coup, Roman Reigns qui lui dit attends, 2 secondes, on va quand même un petit peu parler, parce qu'il a quand même des choses à leur dire. Et donc Roman Reigns surtout a des choses à dire à Sami Zayn. Donc il leur dit lui, il a la carrière qu'il a eue, des hauts, il a eu des bas, il a eu surtout beaucoup de succès. Mais il a eu aussi, avec des succès, il a eu un regret. Il a qu'un seul regret dans sa vie, Roman Reigns, c'est tout. C'est en fait d'avoir consacré beaucoup trop de temps de sa vie et de sa carrière à Sami Zayn. Donc évidemment, ça fait écho à toute la grande saga de ces derniers mois de la Bloodline et de Sami Zayn, de la trahison. En quelque sorte, de Sami Zayn, mais donc ça fait beaucoup rire Sami Zayn, évidemment, qui dit de toute façon, lui, son seul regret, entre guillemets, c'est de ne pas avoir frappé encore plus fort Roman Reigns dans le dos avec sa chaise Avec la fameuse plus chaise, tôt, ouais. le fameux coup de chaise. Zayn qui dit que de toute façon, c'est bien rigolo son petit speech, mais il ne gagnera pas samedi. Il gagnera pas pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ils sont pas assez bons. Ils sont pas assez bons, c'est pas une bonne équipe, Solo Sikoa et Roman Reigns. Et non seulement ils sont pas assez bons, mais ils sont même pas aussi bons que les Usos. Donc il y a vraiment aucune chance. Et là, on sent que ça, la moutarde monte au nez un petit peu de Roman Reigns. Mais c'est à ce moment-là que les Usos, justement, les bien nommés, arrivent par derrière. Et là, commencent à tabasser les champions, histoire sans doute de se faire bien voir de leur chef tribal. Sauf que ça va avoir, étonnamment, finalement, l'effet tout inverse, puisque
Donc les champions sont mis hors d'état de nuire. Les Usos se préparent un petit peu à célébrer avec leurs copains, à taper dans les mains, sauf que Roman Reigns n'est pas content du tout d'avoir été interrompu. Il leur dit voilà, j'avais des choses à dire. Qu'est-ce que c'est? Je vous avais demandé de pas venir. C'était un plan simple pourtant. Et donc il se retourne tout furax. Et là, petit moment aussi pas si anodin que ça. Peut-être, on verra. Mais en tout cas, en se retournant pour sortir du ring tout furax, il touche un peu, il tape un peu dans l'épaule de Solo Sikoa sur le chemin. Il le bouscule un peu. Solo Sikoa qui ne bouge pas, hein, tel un menhir planté dans le sol, là. Et Roman Reigns, de manière assez intéressante, a une petite réaction un peu de crainte ou intimidé, mais presque il lève les mains un petit peu, l'air de dire oups, pardon, désolé de t'avoir bousculé, me tape pas. Et enfin, bon, c'est assez furtif, mais c'est plutôt bien fait de la part de Roman Reigns. Et donc Roman Reigns qui continue finalement de sortir du ring. Et on coupe là-dessus sur cette intro où il s'est passé un peu tout un tas de choses. C'est monté dans les tours, au micro, ça s'est foutu sur la gueule. Et bah voilà, on continue à nous raconter des choses avec la Bloodline. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intro, Géliel? Bah, moi, j'ai bien aimé cette intro et j'ai bien aimé aussi. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le non-dit et ça aussi, c'est assez intéressant. T'es revenu sur l'espèce de coup d'épaule ou enfin, en tout cas, les contacts qu'il y a eu avec les Usos et avec aussi avec Solo Sikoa. Mhm. Ça en dit pas mal, ça en dit pas mal sur ça renforce le côté un peu incontrôlable de Solo Sikoa qui se trouve être effectivement l'homme forceur actuel, mais finalement il a toujours été très taiseux, on ne sait pas ce qu'il vaut, on ne sait pas ce qu'il veut, on sait Ouais, finalement très peu de choses sur lui et le fait que finalement que nous, en tant que spectateurs, on conserve ce sentiment un peu de curiosité ou d'inconnu par rapport à lui. Voilà, c'est affiché. Mais quand c'est Roman Reigns qui finalement se heurte un peu au même questionnement qu'on peut avoir nous en tant que spectateurs, ça renforce carrément ce sentiment de se dire Solo Sikoa, est-ce qu'on a vu le vrai Solo Sikoa? Qu'est-ce que veut le Solo Sikoa? Et je trouve que ça rajoute une dimension hyper intéressante à tout ça. mhm. On voit le schisme effectivement côté Bloodline. On voit finalement le déclassement que subissent les Usos actuellement. Donc tout ça est vraiment très sympa. Finalement, l'apparition en fait de Kevin Owens et de Sami Zayn, elle est relativement anecdotique, En plus pour effet, ouais, c'est ce que je me alimenter disais aussi, hein. Mhm. un combat qui va avoir lieu sous peu, mais le développement il est finalement beaucoup plus au niveau de la Bloodline, les informations que au niveau du futur combat qui va arriver. Et je trouve hyper intéressant qui continue à nous apporter de la matière, qui continue à nous apporter des choses un peu autour de l'émotion, autour de tout ça sur cette histoire. Et chapeau quoi. Donc j'ai vraiment bien apprécié ce moment qui reste, enfin, quand on compare avec l'ensemble des autres stories, des autres feuds qu'on voit, qui reste un à deux crans au-dessus de ce qu'on Ah a ouais, par ouais. ailleurs, quoi. De la tête et des épaules, en effet, c'est vrai qu'il y a Ouais, ouais. c'est assez frappant, hein, la différence de qualité. Et je te rejoins sur pas mal de points, et notamment sur les non-dits et cette toute petite altercation sans conséquence ou pas, on ne sait pas, hein, mais entre Roman Reigns et Solo Sikoa qui presque en fait peut-être 1000 fois plus pour le personnage de Solo Sikoa Vraiment. que tous les matchs qu'il a pu avoir contre des mid-carders ou à Raw, quand il était encore à Raw, les victoires qu'il a pu avoir de prestige. Là, j'ai trouvé qu'en effet, ça pose d'une certaine manière la mystique du personnage, de se dire, mais en fait, si Roman Reigns en a peur, c'est qu'on n'a pas tout vu encore peut-être du monstre qui se cache sous Solo Sikoa. Et puis il y a cette histoire de motivation qui est intéressante. Alors moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien presque, alors peut-être que c'est un des futurs chapitres de l'histoire, c'est pas du tout impossible, mais c'est vrai que je l'attends aussi un petit peu. Et faut pas oublier que Solo Sikoa, quand il était arrivé, il y avait eu des petits segments, des petits backstage pour motiver son arrivée, qui avait été que, on nous avait dit, hein, c'était les anciens de la tribu, les elders, hein, les vieux Oui, sages de la famille Samoa qui avaient envoyé Solo Sikoa à l'époque de Clash at the Castle pour aider Roman Reigns et pour venir en aide à la famille. Donc c'est-à-dire que c'est pas un allié en tant que tel de Roman Reigns, hein, c'est vraiment un émissaire des anciens qui sont une sorte de force un peu ouais, mystique un peu, quelque chose comme ça, quoi. mystique un petit peu. Voilà, c'est la famille, le côté voilà, le côté tribal de cette famille. Et donc c'est vrai que le fait que
finalement, ce que ça dit aussi, et c'est là-dessus que j'aimerais qu'il soit plus explicite un petit peu, parce que, bon, voilà, là, on s'amuse à analyser et on raccroche les wagons nous-mêmes, mais c'est vrai que j'aime bien quand la WWE aussi nous raconte aussi plus explicitement les histoires et nous laisse pas juste à notre imaginaire, mais c'est finalement ce que ça peut dire aussi, c'est que Solo Sikoa, en fait, il n'obéit pas à Roman Reigns, hein, il obéit à quelqu'un qui est bien au-dessus de Roman Reigns, et c'est ça qui est pas inintéressant pour la suite. Mais en effet, voilà, comme tu dis, l'intervention presque des champions est quasiment anecdotique. Ils sont là pour donner la réplique. Et c'est vrai que l'essentiel des développements se situe sur la Bloodline. Et c'est peut-être, alors pour certains, ce sera quelque chose de bien. Pour d'autres, ce sera peut-être une critique à l'approche de Night of Champions. Mais c'est vrai que je pose déjà ça là parce que j'en parlerai peut-être plus tard. Mais c'est un petit peu un fil rouge de mon côté, une constante, on va dire, sur ce build de Night of Champions, qui est quand même, globalement, toute scène confondue, assez peu axée sur les ceintures, alors que c'est vrai que c'est censé être c'est Night of Champions, tous les titres sont défendus, c'est un peu le thème du pay-per-view. Au final, ce thème un petit peu galvaudé, mais bon, on va dire que c'est pas la première fois que la WWE ne s'attache pas nécessairement à un thème, donc bon, c'est pas une surprise. Euh, on continue avec un match et un début dans le ring, match par équipe. Alors, il y a pas mal de tag team match cette semaine, encore SmackDown. Les Brawling Brutes affrontaient Pretty Deadly, les nouveaux arrivés de NXT. Pretty Deadly, avec comment il s'appelle, c'est Prince et Elton. Elton Prince et Kit Wilson. Elton Prince et Kit Wilson. Oui, Prince et Elton, c'est bien ça. Elton Prince et Kit Wilson. Et donc, écoute, un match de 8 minutes assez cool, deux styles très différents. J'ai bien aimé dans le sens où c'était un bon petit showcase de découverte de cette équipe. Voilà, pas trop long, pas trop court. Ils ont pu installer leur style. On retrouve des éléments de ce qui avait pu faire le succès de la Fashion Police fut un temps, ou en tout cas de ces personnages qui jouent à fond sur l'androgynité, sur ce côté flamboyant, clairement, qui peut avoir son public. Moi, j'avoue que je trouve que le style avec les brutes à côté, ça marche bien. Donc le match était plutôt sympa à suivre, voilà, des Brawling Brutes forcément beaucoup plus dans le style baston, et Pretty Deadly un petit peu plus virevoltant, tricheur, roublard, fourbe. On sent que ils n'étaient pas complètement affichés en tant que heel avant le match, mais c'est ce qui se dégage un petit peu quand même de leur style de catch. Et c'est ce qui va se dégager du finish, puisque Pretty Deadly va jouer sur une petite roublardise, puisque nous avions un des deux larrons qui était pris dans les cordes, distraction à l'extérieur du ring, distraction. Oui, c'est ça, oui, distraction à l'extérieur du ring, c'est ça. permet en fait, ce qui permet à l'un des deux finalement de se décrocher des cordes, de venir porter un finisher alors qu'il n'est pas l'homme légal, le Spilled Milk, Sur Ridge Holland, effectivement. sur Ridge Holland, et de venir tout de suite après se remettre les bras dans les cordes comme si finalement il n'avait jamais bougé. L'arbitre se retourne, il compte pour 3, et c'est la victoire de Pretty Deadly qui file hors du ring. Donc voilà, écoute, petit match sympa. Comment tu as trouvé cette introduction? Qu'est-ce que tu vois un petit peu en Pretty Deadly? Tu t'es confiant? Alors moi, je les connaissais pas du tout. Je suis pas assez la scène NXT pour les connaître depuis leur arrivée. La présentation qui avait eu lieu la semaine dernière, je l'avais trouvé un peu légère dans le sens où si j'avais pas le passé catchest, donc c'était dur de raccrocher les wagons. Une fois dans le ring là maintenant, je trouve que ça marche plutôt bien. Ils ont des moves de tag team, en fait, ils ont des vrais moves de tag team, et ça c'est plutôt bien passé. Effectivement, le positionnement heel, sans départir d'une espèce d'humour ou d'ironie un peu sur la manière d'aborder ça, versus deux bas de plafond que sont présentés Butch et Ridge Holland en version la bagarre. Je trouve que ça marchait plutôt pas mal. Et puis du coup, ça va jusqu'au bout, puisque finalement, c'est de manière un peu intelligente qu'il y a cette distraction de l'arbitre vers Butch, et puis là, ils en profitent pour finalement faire le tomber sur une action un peu litigieuse, on va dire. Voilà, in-ring, ça m'a plu. Sur la construction, ça m'a plu. Je sais pas trop où ils veulent nous emmener, parce que, comme je dis, je suis assez vierge par rapport au background qu'ils peuvent avoir. Attendons la suite. Moi, ça m'a assez plu, que ce soit en plus avec une team plutôt en place, Ridge Holland et Butch, qui est déjà établie. Donc ça permet de les positionner de manière assez intelligente et assez correctement dans la carte. Attendons de voir. J'attends. En effet, ta fin de commentaire fera sans doute écho à un autre match un peu plus loin dans l'émission. Mais voilà, écoute, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est finalement ce sentiment, comme tu dis, moi, c'est pareil, je les connaissais pas.
Du tout, du tout. Et je ressors de là avec, écoute, ils ont titillé mon intérêt, on va dire, et ils ont un style, ils ont clairement une identité en équipe. C'est pas le cas de toutes les équipes forcément à la WWE. Donc j'ai envie de dire, ils ont potentiellement les outils pour s'installer en mid-card. Reste à voir comment ils vont être utilisés. Tout à fait. On enchaîne. Allez, Asuka qui était de sortie contre Zelina Vega, match entre les deux femmes, un match qui va, alors je passe assez vite parce que grosso modo bon, c'est un match assez classique avec une Asuka qui essaye de garder un petit peu le catch au sol, tandis que Zelina Vega elle saute un petit peu aux quatre coins du ring, et au bout de 6 minutes finalement Vega aura finalement succombé à son propre style à force de sauter, de tenter des trucs. Elle se finit par se faire attraper par derrière par Asuka qui lui place sa prise de soumission, la Asuka Lock, avec cette double torsion de bras vers l'arrière là, qui semble là pour le coup, pour avoir critiqué dans un catch-up précédent la soumission de Rhea Ripley, que je ne comprends pas en fait le principe de cette prise de soumission. Autant celle d'Asuka est visuellement très efficace, j'en profite pour placer ça, mais je trouve que c'est vraiment une prise sympa. Victoire d'Asuka, qui ne relâche pas sa prise, qui continue bien après le compte de l'arbitre, ce qui entraîne le run-in de Bianca Belair, son adversaire de samedi, la championne. Alors qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? La championne de Raw, mais qui est à SmackDown. On sait toujours pas ce qu'il en est de ça. Et donc Bianca Belair qui chasse Asuka. Qui s'occupe de Zelina Vega. Ça va ma petite, ôte tes épaules, tout va bien et tout. Et puis elle se redirige vers Asuka qui était aux abords du tablier du ring, et Asuka qui essaye une nouvelle fois de lui cracher son mist bleu au visage, mais cette fois-ci Bianca Belair l'évite, pas totalement, mais en tout cas voilà, ne le prend pas dans les yeux. Ça se finit donc sur ce petit jeu de regard entre les deux. La tension est donc à son comble, on va dire ça. Nous sommes donc lancés vers cette revanche à Night of Champions. Un commentaire sur ce prolongement de rivalité? Ouais, j'ai l'impression que ça marque aussi la fin du push backlashesque Oui. avec Zelina Vega. On va se dire que parce qu'elle a perdu contre un replay, là, elle perd aussi contre Asuka. Voilà, c'est la fin du push Porto Rico pour elle. Bon, elle n'a pas démérité, mais elle paye quand même son 1m35 et ses 27 kilos qui, d'un point de vue dans l'absolu, sont très respectables. Hein. Il n'y a pas photo, surtout de la manière dont elle le porte. Mais voilà, in ring, on voit bien que c'est un peu limité. Et puis du coup, on voit à nouveau avec l'arrivée de la replay de Bianca Belair, pardon, et qu'on relance la vraie confrontation sur la base du mist, enfin du green mist. Ok, allons-y. Bon, c'était pas horrible le match, mais voilà, il y a quand même certaines limitations inhérentes à Zelina qu'on peut pas Non. masquer, quoi. Ouais, un petit peu pilote automatique cette semaine sur Oui. cette rivalité. Rien de bien foufou. Non. Rien de bien foufou. Alors, il y a quelqu'un qui a tenté un petit truc un peu foufou. Là, c'était. Alors, il y a pas mal de temps consacré aux petits nouveaux cette semaine, puisque nous avons un petit nouveau en la personne de Grayson Waller, qui avait carrément pour ses débuts à SmackDown son propre talk show, le premier épisode de son talk show. Alors, les fans, les suiveurs de NXT nous diront, est-ce que c'est une création SmackDownienne ou est-ce que c'est déjà quelque chose qu'il faisait à NXT? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous avions le Grayson Waller Effect talk show, et avec comme premier invité cette fois AJ Styles, l'un des deux challengers pour le couronnement inaugural du titre World Heavyweight Champion à Night of Champions. Donc voilà, invité AJ Styles, donc un discours très floral, un peu très vert, beaucoup de verdure. Il est en chemise à fleurs, on se croirait un peu sur les îles, donc c'est très sympa. Donc voilà, il pose quelques questions. Là, il pose pas
tant de questions que ça. D'ailleurs, je trouve ça assez bizarre comme talk show parce que finalement, c'est beaucoup AJ Styles qui parle de manière assez spontanée. Donc bah voilà, il explique ce que ça voudrait dire pour lui de gagner ce titre, AJ Styles, hein, évidemment, parce qu'il sort d'une grosse blessure. Il s'était brisé la cheville. C'était la première fois de sa carrière qu'il était absent des rings aussi longtemps. Donc maintenant qu'il est de retour, il veut y aller à fond les ballons et il a une opportunité en or de revenir sur le devant de la scène. C'est le titre des workers, c'est le titre des champions méritants. Il répète un petit peu les éléments de langage de Triple H, donc c'est parfait pour lui. Et Grayson Waller qui conclut ce segment en disant que tout ça c'est très bien, mais qu'il a que un petit souci. Alors, je n'ai pas très bien compris, c'était bizarrement amené, mais en tout cas il y a un petit souci, c'est la façon dont va se terminer le match, parce que quand l'annonceur va déclarer nouveau champion poids lourd WWE, Seth freaking Rollins. Et donc bon voilà, d'une certaine manière, en faisant cet petit effet de manche, il annonce son pronostic pour le match de samedi. Grayson Waller, segment assez random, je sais pas comment tu l'as vécu, mais qui semble être annonciateur d'une feud. Alors c'est vrai qu'il nous fait un peu une Karrion Kross, hein, Grayson Waller, en lançant quasiment une rivalité avant que celle de son Némésis soit terminée. Résolu, oui. C'est la grande spécialité de Karrion Kross, qui d'ailleurs ne sera pas en reste non plus plus tard dans l'émission. Mais bon, voilà, au-delà de peut-être un peu spoiler le résultat, je sais pas ce que tu as pensé un petit peu de ça. Ça manquait un peu de personnalité là. C'était son premier Grayson Waller Effect. J'ai trouvé ça assez. Enfin, quand on a vu du Chaos Show, quand on a vu du Miz TV, etc. Ils auraient peut-être pu réfléchir à quelque chose qui permettait de les différencier un peu plus, parce que du coup c'était quand même très dans la ligne, et en plus comme tu l'as dit, finalement il a été très peu animateur du truc, puisque c'est surtout AJ Styles qui a parlé, et puis bah du coup la fin où effectivement il annonce la victoire de Seth Rollins, moi j'ai trouvé ça un peu incompréhensible dans l'idée, quoi. Un cheveu sur la soupe, hein. Ouais, ça tombait nulle part, même quoi. pas de tension qui montait spécialement dans le segment, c'est juste hop, il a décidé de finir là-dessus pour le provoquer. Je trouve ça un peu bizarre. Ouais. Puis du coup c'est pareil, du style qui réagit un peu en mode offusqué, mais bon, Ouais, mais pas trop, hein. Je pas sentais que trop, ouais. voilà. Donc c'était un peu mollasson, quoi, un peu mollasson. Ouais, Et je sais pas si là-dessus, ça va être amené à perdurer, mais en l'état, c'est largement dispensable, quoi. ouais. Non, le segment pas trop réussi, j'ai trouvé aussi également. On continue. Tag team. On a dit cette semaine beaucoup de tag team. Street Profits qui affrontent une équipe nouvelle, toute fraîche, LA Knight et Rick Boogs. Bon voilà, match, on va pas rentrer dans les détails. Match très rapide, 4 minutes environ. Victoire évidemment des Street Profits contre cette équipe d'un soir. Alors cette équipe d'un soir, je dis parce que finalement, il s'est passé ce qui devait se passer post-match. LA Knight qui n'a pas trop supporté cette défaite. À noter que c'est Rick Boogs qui a pris le tombé, petit détail important quand même. Et donc LA Knight qui a décidé de tout de suite mettre un terme à cette association, n'y voyant manifestement aucun avenir. Donc hop, le finisher sur Rick Boogs, quelques petites insultes ou quelques noms d'oiseaux qui volent, et LA Knight s'en va comme un prince. Et écoute, voilà, donc LA Knight peut-être avoir un petit programme de low card en attendant que quelque chose se débloque pour lui. De plus prestigieux. On sent que malgré tout, malgré cette trahison, il continue d'avoir les faveurs de la foule. Oui, et puis en plus, Rick Books, il a été présenté quand même super costaud. 2-3 fois, il a porté. Oui, C'était bench press là, enfin, c'est pas des ouais, bench press du coup, mais oui, debout là, oui, il a sur soulevé Montesford là, où c'était quand Mhm. même. Donc, et du coup, par rapport. Enfin, moi, ça me. J'ai pas mal d'incompréhension parce que du coup, il est quand même montré hyper fort. Il avait peut-être pas besoin de faire ça, mais il prend le tombé. Puis finalement, c'était le sidekick un peu choisi par LA Knight, puisque au début, on savait pas avec qui il allait être associé. J'ai trouvé ça assez incohérent et assez mal écrit, assez mal fichu. Alors, ok, les Street Profits ont gagné, c'est finalement peut-être ce qu'il faut retenir uniquement. Et puis le fait Oui, que LA Knight marche pas avec au moins Rick Books, pardon, en tag team, bah voilà, on verra la suite. c'est ça. Emballé. Emballé. Quelques petits segments backstage qui sont entraînés. Alors, on a eu Cameron Grimes encore. Beaucoup de nouveaux, on l'a dit cette semaine, hein. Mais donc, il avait gagné contre Baron Corbin la semaine dernière. Donc, il était interviewé par la magnifique intervieweuse de SmackDown, dont le nom m'échappe, Megan Morant, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Interviewé par Megan Morant. Et donc, Cameron Morant qui en profite pour placer sa petite catchphrase. Il est prêt à aller to the moon. Donc, voilà, il était très content.
Karrion Kross aussi, petite vignette backstage qui dit qu'il va venir tabasser AJ Styles. Alors voilà, je disais Grayson Waller qui nous fait une Karrion Kross, c'est parce que c'est la spécialité de Karrion Kross, hein, de s'attaquer au challenger. Spécialité de Karrion Kross de s'attaquer au challenger pour les titres mondiaux avant que les matchs soient passés. Donc bah voilà, Karrion Kross nous l'a refait une nouvelle fois comme à l'époque de Drew McIntyre qui allait affronter Roman Reigns. Donc bah, cette fois il va s'attaquer à AJ Styles. Donc bon, AJ Styles qui voit ses rivalités post-défaite samedi manifestement s'empiler. Donc c'est intéressant pour le bon AJ qui va être bien sollicité. On enchaîne de la tag team, hein, j'ai dit il y avait de la À tag nouveau. team, donc encore de la tag team et des petites nouvelles. Alba Fire et Isla Dawn, les anciennes championnes tag team de NXT. Je ne connaissais pas. Buzz Écoute, local. voilà, contre des jobbeuses locales. Elles ont eu, contrairement au Pretty Deadly, les bookers ont choisi de leur donner un squash. Donc on a eu 1 minute expédiée. C'était l'occasion de découvrir leur finisher, en tout cas pour ma part, qui est plutôt visuellement sympa. Ouais, carrément. Donc voilà, écoute, gros squash. Alors l'inconvénient de ces squash, c'est que c'est vrai que quand on n'est pas du tout connu du grand public, bah, c'est contrairement à Pretty Deadly, voilà, ce qu'on disait, c'est que c'est peut-être pas évident d'identifier, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu en retiens de cette équipe, c'est quoi leur identité, un peu leur style de catch, bah, on sait pas trop. Moi, c'est un petit peu ça qui m'a un peu gêné dans ce truc-là, mais bon, écoute, faut bien commencer quelque part, donc bah, voyons voir ce qui se passera pour la suite. Je sais pas si t'as un petit Ouais, commentaire, non, toi, sur. mais je partage dans le sens où on a des alors peut-être que on n'est pas la cible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Hmm. on suit NXT, on a ce background et Ouais, donc du coup on ouais, c'est peut vrai. voir ça. Si on arrive en tant que plutôt suiveur côté WWE sur la Big League, c'est trop juste. On voit un squash, donc on se dit bah ok elles sont fortes, mais on n'a rien vu à part effectivement un finisher qui est visuellement impressionnant et puis qui est sympa, hein, rien à dire. Hmm. 1 minute, ce qu'on retient sur un fight et un finisher, c'est que elles sont très fortes, mais on l'a pas vu. Voilà, Ouais. on connaissait pas les jobbeuses là, qui étaient très sympas sans doute, mais qui se sont pris une tôle. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Alors donc du Ouais, coup, c'est un peu ça frustrant. dit, bah, il faudra voir la suite, quoi. Qui plus est, je trouve dans la division tag team, et qui plus est encore plus dans la division tag team féminine, où la division tag team féminine est quand même le berceau, le refuge de toutes les équipes de circonstances, les associations d'un soir, les catcheuses qu'on met ensemble, d'avoir justement manifestement une vraie équipe. Du coup, de leur dégager vraiment un style, des moves à deux, enfin une vraie identité de tag team, je trouve que c'est d'autant plus important. Mais bon, écoute, elles auront sans doute d'autres opportunités de le faire, mais c'était pas ce soir. La scène tag team féminine, bah, on continue, parce que finalement, on va en coulisses et on retrouve qui? On retrouve Raquel Rodriguez. Alors écoutez, Raquel Rodriguez, je pense qu'on va arrêter, hein, de toute façon, de savoir. Sachez c'est une catcheuse de Raw, hein, mais bon, ils se sont pas pris la peine cette semaine, hein, de dire qu'elle était. Elle avait pas le petit sticker visiteuse, hein, comme Paul Heyman. Elle, il n'y a pas de problème, manifestement. Donc, bah, écoute, elle était interviewée parce que, bah voilà, Liv Morgan est blessée. Les titres sont désormais vacants, donc elle n'a même pas l'excuse d'être championne pour venir à SmackDown, hein, c'est juste on s'en fout. Donc les titres sont vacants, donc elle explique ah là là c'est terrible parce que Liv Morgan elle est irremplaçable, là, là, c'est terrible. Et Damage Control qui arrive, Alors eux ils sont pas contents parce qu'en fait ils disent ouais, Liv Morgan c'est bien gentil, elle s'est blessée, mais en fait Dakota Kai elle s'est blessée aussi dans le même match, c'est de sa faute, donc pas content. Donc pour la peine on va se venger. Donc moi et Io Sky on va affronter la semaine prochaine toi contre la partenaire de ton choix. C'est intéressant. Donc, du coup, Raquel Rodriguez, catcheuse de Raw, je continue, hein, je répète, aura à nouveau un match à SmackDown la semaine prochaine. Elle n'est pas championne, n'a aucune raison d'être là, mais c'est pas grave. Donc, on continue à chier sur la draft un mois plus tard. Même pas. Ouais, même pas un mois plus tard. Bon, je sais pas, commentaire là-dessus, on enchaîne Non, non, on enchaîne, on enchaîne. Allez, on enchaîne avec quelque chose d'un peu plus intéressant parce qu'on avait Austin Theory. Alors moi, c'est vrai que parce que c'est vrai que je l'ai pas mentionné tout à l'heure, Grayson Waller, il m'a donné un petit peu l'impression un peu d'un Austin Theory un peu cheap. Du coup, voilà, là on avait la vraie version du petit jeune, coquille, belle gueule, voilà, qui arrive et qui vient faire sa petite promo de heal. Il était pas content parce que la semaine dernière, il s'est fait tabasser double team par Bobby Lashley et Sheamus. Donc il est pas content du tout. Il dit que Lashley de toute façon a une obsession avec lui. Ça à la limite il peut comprendre pourquoi est-ce qu'il continue à lui courir après. Mais par contre Theory, voilà, il comprend pas c'est quoi le problème de Sheamus avec lui.
parce qu'ils sont tous les deux, voilà, ils sont tous les deux très forts, très durs. Ils ont tous les deux battu John Cena, c'est peut-être ça leur point commun. Bon, par contre, le problème, c'est que Sheamus, lui, il a fait ça quand Theory avait 12 ans. Donc voilà, c'est toujours la rengaine de Theory, le petit jeune qui se fout de la gueule des vieux. Arrive Sheamus, qui passe devant Austin Theory, qui va pour prendre un micro. Il dit la Theory il se marre, il dit t'as un truc à dire, t'as un truc à me dire. Sauf qu'en fait il a rien à lui dire. Boum, Brock kick dans ta gueule, dans ta face, et terminé. Sheamus qui se barre. Donc voilà, Austin Theory qui est venu pour ramasser ses dents encore une fois cette semaine. Petite promo. Qui n'est pas, sauf erreur de ma part, annonciatrice de match Night of Champions. Donc c'est peut-être plutôt pour un programme pour après le show, si je ne dis pas de Ouais, il y a bêtises. rien de prévu effectivement. Puisque Night of Champions, pay-per-view qui est censé voir la défense de tous les titres, on aurait pu croire que ça allait aboutir à quelque chose, mais non. Mais non. Donc RAS côté titre US, mais peut-être un programme quand même assez enthousiasmant, non? Oui, non. Après, je l'ai déjà dit sur les présentations précédentes, je trouve que le personnage d'Austin Theory qui est en train de se construire est quand même assez sympa, quoi. Vraiment Ouais. assez sympa. Et mais du coup, qu'il soit versus Sheamus, versus qui que ce soit, voilà. Moi, j'apprécie ce que je suis en train de voir, la construction du personnage Austin Theory, quoi. Donc voilà. Donc je suis et on va voir ce que ça va donner. J'aime bien les petites piques sur le fait que effectivement c'est le nouveau jeune. Alors il l'a payé par certaines expériences. N'oublions pas le match quand il était venu cacher son Oui. son Money in the Bank ou dans le match Roman Reigns contre Brock Lesnar où il s'était pris c'était pas un gros coup de Brock Lesnar d'un seul coup et du coup le cash-in avait été lamentable. Là maintenant il fait toujours une référence à son jeune âge. Du coup là il l'a payé de son inexpérience. Là il vient taunter un peu sur le fait que lui il avait 12 ans quand Sheamus gagnait, enfin voilà avait battu John Cena, etc. Enfin bref, ouais, le personnage se construit bien. On sent qu'il va avoir une place et il a tout pour avoir une belle place finalement dans quelques années. Donc ouais, je suis en train de réviser doucement mon jugement sur Austin Theory et apprécier ce que le bonhomme est en train de construire doucement et de faire doucement, quoi. Voilà. Non, puis j'aime bien, en effet, tu fais bien, t'as beau rôle de le rappeler, mais ils sont, même dans son booking, ils sont assez patients. Il ménage la chèvre et le chou, comme on dit. C'est voilà, il souffle le cheveu froid tranquillement. Comme tu dis, son personnage, il est avant tout marqué par sous le sceau de l'inexpérience. Ça aboie beaucoup, et puis finalement, ça le paye souvent. Mais par contre, quand il est dans les cordes, il a quand même quelques belles victoires de prestige à son actif, mais il gagne pas tout non plus. Donc voilà, il saupoudre des temps forts, des temps faibles, il le garde bien au chaud, il le faut monter tranquillement. Et le jour où ils vont vouloir y aller à fond les ballons, ce sera sans doute. Ce sera sans doute excellent. Enfin, en tout cas, moi, je suis très, très, très confiant sur Austin Theory. Donc ça me plaît bien. Allez, on arrive au main event de la soirée, mais ce main event, il a été annoncé par tout un fil rouge. Alors, dès que la Bloodline est dans une émission, il y a toujours des fils rouges de la Bloodline. Donc, c'est vrai que petit retour en arrière. Alors, on a eu, suite à cette intro tonitruante de SmackDown, on a eu quelques petits segments backstage. On a eu notamment Roman Reigns, juste après ce segment. Il a toute la Bloodline, pour le coup, au grand complet, était dans les vestiaires de Roman Reigns. Roman Reigns était en furie, à grands coups d'imagerie, de métaphore de football américain. Il dit que c'est le quarterback de la Bloodline, que c'est lui qui les amène dans le Promised Land. Alors c'est une expression assez NFL aussi pour parler de la zone d'en-but, et donc c'est lui qui call les plays. C'est toujours pareil. C'est métaphore filée un petit peu sportive, et que du coup on doit les écouter. Est-ce que vous l'avez déjà vu prendre une mauvaise décision? Le succès de la Bloodline, c'est parce que on a toujours écouté tout ce qu'il avait à dire. C'est n'importe quoi. Si vous commencez à faire tout le bordel, ça va pas fonctionner. Enfin bref, voilà. Donc il engueule les Usos, il leur dit cassez-vous, je veux plus vous voir, dégagez. Un peu plus tard dans l'émission, on a Paul Heyman qui vient toujours tenter, toujours dans son style très très machiavélique. On sait pas trop à quel jeu il joue avec les Usos, lui non plus. Mais voilà, il vient voir les Usos, il dit ouais les gars, vous inquiétez pas, Roman Reigns vous a pardonné, mais bon, il sera pas avec vous ce soir contre la LWO, parce que c'est le main event de la soirée, les Usos contre Rey Mysterio, Santos Escobar. Il sera pas avec vous, parce que bon voilà, vous comprenez, Roman Reigns il a beaucoup à faire avant Night of Champions, et puis bon les gars, c'est la LWO quoi, enfin ça va, vous pouvez gérer quoi.
Bon, ça c'était original. Donc bah, voilà, les Usos sont pas très très contents, mais bon, écoute, ok. Paul Heyman qui comme d'hab parle dans son téléphone tout le temps dès qu'il en a l'occasion. Et le main event, donc bah, voilà, les Usos contre Rey Mysterio, Santos Escobar. Donc bon, bah, le main event tag team, super efficace, hein, les Usos contre les Ouais. Luchadors. Ça part dans tous les sens. Je vous ferai pas l'injure de travestir ce match de mon play-by-play, mais sachez que vous avez eu un quart d'heure de vrai plaisir. Moi, j'ai trouvé que c'était ultra, ultra sympa. Santos et Rey Mysterio, c'est vraiment une équipe géniale à regarder. Et puis, moi, les Usos, on ne les présente plus. Et donc, bah, le match avance bien jusqu'à bah, finalement l'arroseur arrosé, puisque c'est les Usos qui vont subir la loi du surnombre et les champions qui vont venir. Sami Zayn, les champions Sami Zayn et Kevin Owens qui vont venir foutre bah, le dawa dans ce match en créant la distraction dans le dos de l'arbitre, en attaquant les Usos, et du coup ça permet à Rey Mysterio de porter son 619 et à Escobar de porter le Frog Splash pour la victoire. Sympa, j'ai trouvé d'ailleurs d'avoir donné le tombé à Escobar. Et donc cette victoire avec bah, voilà, les Usos complètement déconfits au centre du ring, assis par terre, la tête entre les mains, Roman Reigns devant son écran backstage qui est dépité. Donc la Bloodline qui en prend un coup, mais plus que la Bloodline qui en prend un coup, on sent que c'est les Usos hein, qui prennent un gros coup derrière la tête là en ce moment. On sait pas jusqu'où, quelle est la profondeur du trou dans lequel ils sont en train de tomber là. Ouais, je te rejoins complètement. Ça, et en plus, ça fait, alors, outre le fil rouge que tu as très bien rappelé, ça fait directement référence aussi au début du show où on sentait arriver, comme j'avais dit, le déclassement des Usos qui se confirme au-delà de la promo, qui se confirme in-ring, où finalement ils se font battre, et ils se font battre un peu à leur propre jeu, tu l'as très bien dit, avec un overbooking de Sami Zayn et Kevin Owens, mais qui finalement font rien. En fait, ils sont juste là pour faire de l'intervention, de la distraction, mais ça suffit à faire perdre les Usos, ce qui montre aussi finalement la fragilité dans laquelle ils sont actuellement, puisqu'il n'y en a pas un qui se fait assommer puis avec tomber par l'autre équipe. Hein. C'est vraiment juste de la distraction et ça suffit aujourd'hui, en ce moment, pour faire perdre les Usos une distraction. Donc ça, c'est quand même aussi un symbole fort. La vision de Roman Reigns derrière, qui effectivement constate à nouveau que bah, finalement, ça lui donne raison. Le fait de dire c'est moi qui vais y aller pour la ceinture parce que vous n'êtes pas capable, bah, ça lui donne encore plus raison parce qu'ils perdent contre LWO. Et puis cette équipe LWO, moi j'aime beaucoup. On était parti sur quelque chose où Santos Escobar était juste un peu fanboy de Rey Mysterio tout en dévotion. Finalement, il finit par jouer, faire la tag team avec Rey Mysterio. Et puis ça rend vachement bien. Ouais, c'est malin, Je hein. trouve C'est bien, que hein. C'est bien ce qu'ils font avec ça aussi, je ils, trouve. ils font des trucs super sympas avec des références à l'un à l'autre. Enfin, la tag team est complètement fonctionnelle. Elle est pas du tout. Enfin, tu vois, c'est une victoire qui est pas. Ils ont pas été ultra dominés tout le match et puis parce que ils ont été distraits par Sami Zayn et Kevin Owens, ils ont gagné. C'était tout à fait. Ça pouvait basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc un très bon main event en termes de catch que moi j'ai vraiment apprécié. Ça va vite, tu l'as dit. Et ça j'aime bien. C'est très technique, tu l'as dit aussi. J'aime beaucoup. Et puis finalement, bah voilà, ça boucle avec le début du show. Et quoi de mieux, quoi, en vrai. Mhm. Voilà. J'ai Exactement. bien aimé. Un show bien bouclé, en effet bien introduit, bien bouclé, avec bon après le milieu, il y en avait un petit peu pour tout le monde, mais voilà, on prend ce qu'on aime, on laisse ce qu'on n'aime pas, et justement bah ça fait la transition toute trouvée avec le mot de la fin, Géliel. Bah, qu'est-ce que tu as pensé de ce sandwich SmackDownien? Alors le pain était bon, mais est-ce que la garniture était à ton goût? Eh ben, c'est vrai que d'ordinaire, on préfère l'intérieur du sandwich que le pain, et pourtant, ouais, j'ai plutôt aimé ce qui a commencé et ce qui a fini plutôt que l'intérieur. Alors mon top, bah, je vais le mettre à ces morceaux de pain. Allons-y. Je mets un double top à l'opener et au main event qui finalement en miroir se parlent finalement pas mal et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant comme chaque fois qu'il y a des liens de toute manière, comme chaque fois qu'il y a des fils rouges ou comme chaque fois qu'il y a il y a des interactions même un peu éloignées. Mon flop, bah, je vais chercher dans la partie malheureusement division féminine avec je vais retenir le tag team avec Isla Dawn et Alba Fire qui toute nouvelle qu'elle soit, on leur a pas construit quelque chose suffisamment long et suffisamment
intelligent, je veux dire, pour qu'on puisse avoir envie d'en voir plus, quoi. Voilà. Donc ça va être mon flop. Et puis ma note, alors tu l'as dit, hein, t'es mode un peu pilote automatique. C'est vrai que il y avait les moments de promo, il y avait les moments in-ring. Voilà, il n'était pas foufou ce SmackDown et j'irais pas au-delà d'un SmackDown de la moyenne, à savoir un 2,5, 2,5 pour ce SmackDown. Eh bah ouais, écoute, écoute, moi je te rejoins sur la note, hein, c'est ce que j'avais prévu de donner aussi, la moyenne. Un SmackDown qui est vraiment pour moi sauvé par la Bloodline et c'est un petit peu une constante hein, quand même, hein, c'est généralement. Alors est-ce que c'est bien joué de leur part, entre guillemets, de profiter de ces épisodes Bloodline-esque en quelque sorte, hein, pour en profiter pour garnir, on va dire, tout autour de tout un tas de segments qui peut-être en temps normal, s'il n'y avait pas la Bloodline, ferait que le show serait très faible. Peut-être que c'est une stratégie aussi, hein, profiter de la Bloodline pour du coup placer du Pretty Deadly, du Grayson Waller, du Cameron Grimes, enfin tous les petits nouveaux d'NXT, mais aussi du Boogs LA Knight. Enfin c'était quand même assez low card hein, dans l'esprit. Donc peut-être que c'était un petit peu l'idée. Mais bon, c'est sûr que ça donne pas un épisode ultra enthousiasmant sorti de la Bloodline, donc 2,5. Mon top, écoute, je vais le donner plus précisément. On en a parlé sur la fin à Santos Escobar, moi qui a été mon petit rayon de soleil du main event, plus dans le sens où ça me fait vraiment plaisir de voir l'utilisation et l'évolution qu'il est en train d'avoir. C'est fou à quel point, en fait, l'ajout de Rey Mysterio dans ce groupe LWO a fait un bien fou à Santos Escobar et il est en train de petit à petit tirer un peu les marrons du feu, je trouve. C'est intéressant. Donc ouais, c'était cool. J'ai bien aimé sa presta dans le main event. Et mon flop, écoute, moi je vais pas lâcher mon cheval de bataille. Je continue ils sont foutus de notre gueule avec la draft là, donc je vais donner mon flop à la présence de Raquel Rodriguez là et de cette truc backstage qui en plus est booké dans un match la semaine prochaine. Ça m'énerve, ça m'agace, mais voilà, moi peut-être que pour certains ça n'a aucune importance, mais bon, on nous a tellement promis des rosters distincts, machin, la draft, shake the foundation of the WWE, nanana mon cul, que ça m'énerve. Donc ce sera mon flop cette semaine, et c'est un flop Et Paulette, qui, si tu nous écoutes, et tu voilà, nous écoutes, j'espère que tu et nous on sait écoutes. que tu nous écoutes. Ouais. Mais bon, on n'a pas que des mauvaises choses à dire cette semaine sur toi, Triple H, parce que nous allons enchaîner. Nous allons enchaîner avec Monday Night Raw. Monday Night Raw du 22 mai. Allez, c'est parti sans transition. Le Giant Center à Hershey, en Pennsylvanie. Alors, on va laisser, parce qu'il y a une toute petite intro un peu bazar, mais on va la laisser pour un petit peu plus tard. Et on va commencer avec la vraie intro, en quelque sorte, hein, celle dans le ring. Le monsieur loyal de cette semaine, c'était qui? Ah, c'était un mec de SmackDown, tiens. C'est Paul Heyman, puisque ils ont eu l'intelligence de le drafter à SmackDown, donc maintenant ils sont obligés de lui mettre un sticker visiteur sur son téléphone. Donc Paul Heyman a ouvert Monday Night Raw pour faire un petit peu de teasing, hein, comme il sait faire. Hein, c'est le promoteur. Donc il nous a parlé de Night of Champions, que c'était samedi après-midi. Que ça allait être, spoiler, la victoire du Tribal Chief dans le match tag team, que c'était un triple main event. Enfin bref, il a passé en revue tous les grands points, les selling points de Night of Champions. Lui, il a choisi Euh, son camp, hein. Pas de souci. Hein. Oh oui, 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 il a choisi son camp. Et donc voilà. Et revoilà Kevin Owens et Sami Zayn encore. Donc la musique retentit, mais c'était assez rigolo parce que Paul Heyman se carapate. Alors t'as Sami Zayn qui fait il est passé où Paul Heyman, je comprends pas. Donc bon bref, Paul Heyman, Sami Zayn et Kevin Owens qui viennent faire à leur tour leur petite promo en disant que voilà, ils parlent de leur match de samedi. Ils disent que vendredi dernier, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire à la face de Roman. Donc maintenant, il reste plus qu'une chose, c'est de les battre et de se castagner. Et que ce soir, pour se chauffer, ils vont avoir un six-man tag team match qui était en effet déjà annoncé contre Imperium. Et justement, voilà Imperium qui les interrompt. Alors, ils se dirigent vers le ring avec des intentions manifestement pas très très sympathiques. En bon heel qu'ils sont, ah oui non, parce que en bon heel qu'ils sont, c'est justement ils se dirigent pour castagner les champions. Et là, qui arrive à toute berzingue, Matt Riddle qui arrive tout en courant. Qui se glisse dans le ring et qui fait face à Imperium. Donc là, c'est ce que je voulais dire initialement. En bon heel, ils vont priver le public de la confrontation, donc ils vont se barrer. Ils vont dire non, non, c'est pas le moment, on est 3 contre 3, ça vaut plus le coup, on verra ça tout à l'heure.
Mais finalement, écoute, finalement, parce qu'Imperium, c'est des bagarreurs, ils arrivent en haut de la rampe et puis ils y retournent. Et puis bah, du coup, ça castagne, mais en fait, ils sont assez facilement, pardon, dégagés par les gentils. Et donc, bah, notre main event de la soirée est booké et Matt Riddle sera donc l'homme mystère. Il s'est pas passé énormément de choses sur cette intro. Je sais pas si tu as Non, un non, non. truc. On va sans doute, on aura l'occasion de reparler de ces 6 personnes-là lors du main event. Mais en effet, bah, écoute, voilà, une petite introduction. On continue à parler de ce qui semble être, en tout cas en termes de booking, le plus gros match de la carte. C'est à mon grand désarroi en quelque sorte, mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler. On continue avec quoi? On continue avec un match. On continue avec Ricochet. Avec mon Ricochet. Et oui, le bon Ricky la belle vie contre Bronson Reed. Alors autant dire que bon, là on voit l'annonce, on se dit oh là, Ricochet va passer un sale quart d'heure. Ouais. Bah écoute, il n'a pas passé un si sale quart d'heure que ça parce qu'il a quand même bien lutté, un match de 8 minutes où Ricochet a eu ses moments. Mais bon, là, inévitablement, ce qui devait arriver arriva avec C'était la malheureusement victoire. écrit. C'était malheureusement écrit. La victoire de Bronson Reed sur un tsunami absolument terrible, le pauvre Ricochet qui se transforme en crêpe. Et donc la victoire de Bronson Reed dans un showcase que j'ai trouvé plutôt efficace. Je sais pas ce que tu as pensé de ce Alors, match. ouais, rien à dire, hein. C'était bien exécuté. C'était très bien. En plus, l'opposition de style entre Bronson Reed, qui est quand même plutôt viandard, et puis le Ricochet virevoltant, ça marchait bien. Moi, ce qui m'a embêté, en fait, c'est que, quitte à mettre un mid-quart d'heure pour pusher Bronson Reed, j'aurais aimé que ce soit un autre. Il est en train de construire quelque chose avec Braun Strowman en division tag team, Ricochet. Voilà, je trouvais que on aurait pu trouver quelqu'un d'autre à mettre, à sacrifier pour Bronson Reed, sans que ce soit Ricochet. Voilà. Alors au final, Bah, ça a donné quand même un moment grand, catch-est ouais, intéressant, ouais. Le mais grand jobber Mustafa Ali est pris. Alors c'est vrai que du coup. ouais. Non, mais je sais pas, il pouvait y avoir, enfin, il y en avait d'autres qui pouvaient largement faire l'affaire et qui pouvaient de la même manière donner le change de manière un peu intéressante à Bronson Reed, sans qu'on soit obligé de taper dans quelque chose ou dans quelqu'un qui avait déjà un programme, qui avait déjà une construction intéressante en cours et à faire et à valider. Donc voilà. Mais sinon, le choix in-ring était tout à fait bon. Il n'y a absolument rien à dire, quoi. Ouais, écoute, exactement. C'était efficace, mais sans plus. Et bon, c'est vrai qu'on peut regretter peut-être Ricochet. Mais en tout cas, je sais pas ce qu'il en est de sa tag team avec Braun Strowman, mais ce n'était pas d'actualité ce lundi. Non. On part en backstage, et en backstage, qu'est-ce qu'on a? On a une interview de Apollo Crews. Ah, c'est surprenant. Interview Revenu d'Apollo d'entre les Crews. morts. Revenu entre les morts, notre cher Apollo Crews, qui est interviewé. Donc bah, voilà, on lui demande, enfin, on va lui demander c'est quoi la suite un peu pour Apollo Crews et tout, c'est quoi son actualité du moment, c'est quoi ses sujets chauds. Mais il est tout de suite coupé par Dominique Mysterio et sa mamie, Rhea Ripley, qui arrive et dit attends, c'est quoi ce bordel? C'est le moment de mamie, c'est son temps d'interview. Pourquoi vous interviewez ce loser de Cruz? On dit non, mais à l'intervieweuse qui dit non, mais désolé, je pense qu'il y a méprise, mais Rhea Ripley était prévu pour juste après. Là, c'est le moment d'Apollo Crews. Alors Dominique fait Apollo qui? Apollo Apollo Crews. Who, là, il fait mal, celui-là. Apollo who? Ouais, quand c'est Dominique Mysterio qui t'envoie ça, c'est vrai que ça picote. Donc bon, Cruz se laisse pas dégonfler, hein, et donc il commence à provoquer un petit peu Dominique Mysterio. Il dit si t'as un problème, on peut régler ça. Là, évidemment, comme toujours, hein, c'est cette dynamique assez marrante parce que Rhea Ripley, dès que ça commence à chauffer, tout de suite, elle s'intercale entre Dominique et son adversaire d'un soir et elle dit ben oui, il y a pas de problème, mon dom-dom il va te botter le cul ce soir, il y a aucun souci. Bon, Dominique est toujours un peu obligé d'accepter, hein, parce que sinon, sans doute qu'il perd des points et donc bah écoute, voilà, il y aura match ce soir. Cruz est très content. Donc on va faire un petit fast forward un peu plus tard dans l'émission. Donc on va avoir un match entre Apollo Crews et Dominique Mysterio. Et un match qui, ma foi, écoute, alors, j'ai eu l'occasion d'en parler sur le Discord, mais c'est vrai que je commence à bien apprécier ces petits matchs de mid-card, qu'on continue, on saupoudre voilà, ces derniers mois de petites victoires de Dominique Mysterio qui lui font du bien. Mais donc voilà, j'ai spoilé, hein, il a gagné en 5 minutes environ. Et évidemment, il a gagné en trichant, puisque Rhea Ripley a joué un rôle prépondérant en distrayant le bon Apollo Crews. Mais malgré tout, c'était quand même 5 minutes où voilà, Dominique Mysterio n'a pas du tout été ridicule au demeurant.
Et donc bah voilà, Frog Splash et victoire de Dominique Mysterio. Bon, voilà, des choses à dire sur la petite apparition du duo le plus populaire ou le plus impopulaire, je sais pas, mais en tout cas un des duos les plus hot de la WWE du moment. Ouais, ça marche bien. Ça marche Mm. vraiment bien le duo. Ils se sont trouvés. Ça m'étonnerait pas qu'un de ces quatre, on nous confirme qu'ils sont à la vie aussi ensemble parce que ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de Alors, synergie Be- assez Buddy- folle. le pauvre Buddy Murphy serait pas très content, je pense, mais, Ah, mais il est c'est vrai avec que, Rhea ouais, Ripley? Je savais pas. ouais, mais il y aurait de quoi se poser des questions, hein, c'est vrai que. Non, parce qu'en plus, elle est très jeune. Rhea Ripley, elle a 26 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, enfin, bon, bref, c'était jouable. Mais non, mais ça marche vraiment bien. Et puis, comme tu l'as dit, in-ring, j'ai l'impression que Dominique, il a passé un cap sur la fiabilité de ce qu'il est capable de sortir contre à peu près n'importe qui maintenant dans le ring. Je pense qu'il y a, il y a 9 mois, un an, Dominique Mysterio Ah, versus ouais. Apollo Crews, on pouvait légitimement craindre que de se faire chier du début jusqu'à la fin, quoi. Hein. Ah ouais, ouais, si on nous avait dit ça il y a, en effet, comme tu dis, 10 mois, je pense pas qu'on aurait signé pour ce qu'on a vu ce soir. Voilà, voilà. Mais c'est assez surprenant. C'est vrai que là, on commence à se diriger vers un cocktail difficile à négliger ou à sous-estimer. C'est vrai que Dominique Mysterio, alors c'est pas Shawn Michaels dans le ring, certes, mais ça commence à devenir, en effet, comme tu dis, pas inintéressant. Et quand tu vois à côté de ça la hit qu'il arrive, enfin, je pense que 90% des catcheurs sur cette planète dans le monde professionnel mourraient, vendraient leurs enfants pour avoir la hit que Dominique Mysterio a depuis maintenant 3-4 mois. Et c'est vrai que quand tu mets ça bout à bout, tu te dis, ouais, ça commence à devenir difficile ouais, de ne pas considérer Dominique Mysterio comme un vrai player de Monday Night Raw, quoi. C'est vrai que. Mm, 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 mm. Et donc bon segment, micro, plus bon match dans la foulée. Voilà, très content, bien content. Ouais, écoute, très efficace en effet. Le Judgment Day était de sortie au grand complet cette semaine, puisque alors je fais un peu le truc dans le désordre, mais à la limite c'est pas grave, puisqu'on va parler de l'autre duo, parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir une dynamique vraiment de duo qui se forme au Judgment Day. L'autre duo du moment, c'est Finn Balor et Damian Priest. Damian Priest qui est un peu en bisbille avec Shinsuke Nakamura. Et donc, voilà, ils se font interviewer, pareil, dans la coursive du stade. Damian Priest, il est tout énervé, il commence à gueuler en espagnol sur Shinsuke Nakamura. Alors, c'est vrai que, voilà, petit aparté, j'aime bien aussi. Alors, il surfe vachement là-dessus depuis Backlash, mais ce côté, il est en train de se créer un peu une image, ouais, de gros dur latino, un peu. Alors Ouais, ça paraît pas grand-chose, mais le fait de le voir parler en espagnol, d'être un peu tout le temps vénère, et ça, je trouve que ça lui permet. C'était un peu dans les quatre celui qui était peut-être le moins marqué d'un point de vue personnalité et ouais, plus personnage en tout court. retrait. Il était plus en retrait. Et donc là, je trouve voilà, ça lui apporte un petit truc différenciant qui est pas déconnant. Et donc bon, voilà, ça gueule en coulisses, ils sont pas contents. Finn Balor lui dit calme-toi, tranquilo, tranquilo, big man, je vais m'occuper de Shinsuke ce soir pour toi, t'inquiète et tout. Ça c'est le grand classique de Finn Balor. On sait qu'il s'était occupé de Gargano aussi avant WrestleMania pour Damian Priest. Et toujours Finn Balor, il arrive, ah, t'inquiète, je m'en occupe. Et donc bah voilà, donc match ce soir entre Shinsuke Nakamura et Finn Balor, deux ex-pontes du Japon. Et donc bon, ce qui devait arriver arriva, hein, parce que grosso modo quand on met ces deux-là dans un ring, il peut pas vraiment se passer des mauvaises choses. Et donc bah ouais, gros match hein, d'une bonne douzaine de minutes avec une victoire inévitable, hein, un petit peu à 2 contre 1 de Finn Balor, qui porte son coup de grâce suite à une petite distraction de Damian Priest, qui surtout lui permet d'éviter le Kinshasa fatal. Et donc c'est la victoire de Finn Balor. Et puis bah voilà, là aussi un petit showcase, tout à l'avantage du second duo du Judgment Day qui était bien à l'honneur cette semaine. Oui, carrément. Que ce soit effectivement la partie backstage avec les trois, plus la partie match, j'ai trouvé que ça s'embrayait plutôt bien. Et le match était finalement, enfin, comme tu l'as dit, en fait, il y a vraiment très peu de chances d'être déçu avec ce duo-là. Et d'ailleurs, enfin, moi, je l'ai pas été, je pense qu'on l'a pas été. Victoire effectivement de Finn Balor qui repositionne le Judgment Day à un bon niveau. J'aime bien effectivement la dimension qu'est en train de prendre Damian Priest.
Alors il surfe comme tu l'as dit, hein, sur la partie Porto Rico, la partie voilà, mais pas de problème, il le fait plutôt pas mal, avec ce côté un peu incontrôlable, pénible, enfin énervé, qui va bien aussi. Rien à dire. J'ai trouvé le moment sympa, la construction sympa. Alors je vois pas trop, enfin on n'a pas forcément vu grand chose de où ça nous amenait, mais c'était pas très grave. Le moment était quand même plutôt Bah, plutôt c'est bien. ça. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est dynamique. Là, ces deux duos qui se dégagent, ça montre aussi, je trouve, la polyvalence un peu du groupe Ouais. en termes de façon, on va dire, d'occuper l'espace et de nous distraire semaine après semaine, parce que bah, ça permet, bah voilà, en fait, on crée des duos. On sait que Rhea Ripley, bah, elle peut aussi fonctionner en solo, Finn Balor aussi. On a déjà eu par le passé des duos Damian Priest, Rey Mysterio, mais ils fonctionnent aussi en trio à trois, les mecs. Ils fonctionnent évidemment en quatuor très bien quand ils apparaissent tous les quatre. Donc c'est vrai que cette polyvalence, on va dire, dans la capacité d'apparaître et d'occuper l'espace, je trouve, est très précieuse et est habilement mise en scène semaine après semaine. Et c'est vrai que le Judgment Day c'est devenu un élément incontournable de Monday Night Raw quand même, hein. Donc, Alors ouais, je suis d'accord avec c'est toi, mais du coup, je pense qu'on pourrait quand même légitimement maintenant, enfin, ils sont en train de se construire comme une vraie faction un Mhm. peu majeure, et je pense qu'on pourrait, rapidement, je pense qu'on va avoir envie de plus, quoi. On Ouais, se souvient d'une faction un peu historique qui faisait la pluie et le beau temps sur l'ensemble du show, etc., etc. C'est pas encore forcément aujourd'hui. Voilà, il y a des histoires un peu en demi-teinte ou de mid-card. Euh, je pense que si ça continue à ce rythme-là, avec un Dominique qui s'affirme, une Rhea qui a les ceintures, un Damien Priest qui finalement va être de plus en plus dans l'affirmation aussi d'un comportement extrêmement belliqueux, et puis d'un Finn Balor qui gère tout ça. Euh, Moi, je vais rapidement en vouloir un peu plus en fait, pour être clair. Et bah oui. peut-être qu'ils Non, mais aillent, c'est vrai, t'as raison. enfin, ils seraient légitimes en tout cas, de mon point de vue, à aller faire chier un peu plus de monde, à être un peu plus violent, voilà. Donc Ouais, ouais, exactement. peut-être qu'ils sont en train de construire ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on va peut-être arrive aussi bientôt le moment où il va falloir franchir un petit cap dans l'intensité des feuds, ou peut-être une cinquième personne. Enfin, en tout cas, il va Hum, peut-être falloir hum. qu'il se passe un truc. Donc c'est vrai, tu as raison. On revient un peu plus tôt dans l'émission, on remonte, hein, c'est un peu le désordre, mais donc on revient plus tôt dans l'émission, on remonte bah, quasiment au début, hein, de l'émission. Et on avait un match qui avait été annoncé déjà la semaine dernière, il me semble, Zoe Stark, la nouvelle arrivée, qui affrontait Candice LeRae, donc forte de sa victoire contre Nikki Cross la semaine dernière, continue à s'attaquer à la bande de copines. Et donc, alors ça m'a fait à la fois un petit pincement au cœur et en même temps ça m'a fait doucement sourire, mais c'est vrai que je me fais toujours la remarque, j'ai entendu le theme song de Candice LeRae, et je me suis quand même légitimement posé la question pendant 4-5 secondes bien facile de c'était la musique de qui. C'est vrai que c'est bon, c'est quand même toujours assez, je trouve, bon, assez révélateur. Dommage, hein. Ouais, Dommage. c'est un peu dommage. Bon, écoute, voilà, cette petite aparté étant faite, donc Zoe Stark, Candice LeRae, bon, écoute, voilà, match de entre 2 et 3 minutes, très rapide, qui a été marqué par en fait l'arrivée pendant le match de Nikki Cross, qui pour une raison assez inexpliquée, a voulu célébrer en fait milieu de match avec Candice LeRae suite à une prise de enfin un springboard de dive de Candice LeRae. Elle s'est dit ah c'est magnifique, elle a voulu la prendre dans les bras et il n'a suffi que de ça pour que Zoe Stark reprenne l'avantage, remonte dans le ring et place son Z360 qui là pour le coup on a parlé des finishers de Alba Fire, Isla Dawn à SmackDown. C'est ça aussi, c'est un finisher que je découvre et que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est visuellement très impactant et alors c'est vrai que c'est assez unique chez les filles d'avoir un finisher comme ça. Donc très sympa. Victoire de Candice LeRae, Zoe Stark continue son petit bonhomme de chemin. Écoute, ça m'intéresse pas, mais je ne peux pas reprocher de faire des petites histoires de mid-card, des petites péripéties de mid-card, parce qu'on a suffisamment reproché au booker de ne jamais accorder ce luxe aux filles, donc ok. Mais bon, voilà, écoute, un petit segment qui n'a pas mangé de pain et qui a continué le développement de plusieurs petites choses. Ouais, enfin, moi alors j'étais vraiment pas passionné ni par Candice LeRae ni par Zoe Stark. Bon, ok, on nous raconte une histoire sur le combat, pas de problème. Ce qui m'ennuie un peu, c'est l'intervention de Nikki Cross complètement halluciné et sous crack ou que sais-je, à sauter partout. Alors c'est vrai que ça a toujours fait partie de son personnage, mais là j'ai trouvé ça extrêmement malvenu parce qu'en plus c'est complètement con puisqu'elle finalement elle arrive à faire perdre Candice LeRae.
Et puis, enfin, il y avait rien, quoi. Donc, on va voir si derrière ça crée pas une espèce de feu. Enfin, je sais pas. En tout cas, le match était pas, j'étais pas extrêmement intéressé. Le in-ring m'a pas non plus complètement emballé. Et l'intervention de Nikki Cross, j'ai trouvé parfaitement inutile, m'a un peu refroidi, quoi. Donc voilà, je reste sur ma faim sur ces trois catcheuses et sur ce combat-là. Oui, oui, non, mais bon, globalement, je te rejoins, ça m'en fait bouger une sans faire bouger l'autre, hein. Je Mais pensais ouais, ouais, exactement à cette expression. on va pas se mentir. Allez, on continue. Alors, avant de parler d'un gros morceau, on va évacuer un autre match de mid-card d'Euro. C'était la Alpha Academy qui était de sortie cette semaine avec Maxime Dupri. Qui affrontait les Viking Raiders. Match assez random, mais remporté par qui? Par la Alpha Academy. Académie, Ça oui. y est, ça y est. Alors, c'est difficile à suivre cette histoire. On en a beaucoup parlé dans des précédentes reviews. Certains, comme moi, ou comme Irem aussi, je vais pas le paraphraser, j'espère que je retranscris bien ce sentiment, mais on est un peu frustré de la façon dont cette histoire évolue, parce que on a l'impression qu'il y avait tous les ingrédients, avec les petites vignettes backstage, la loufoquerie, des Maximum Male Models et tout, pour faire quelque chose d'assez dingo, d'assez foufou qu'on aime bien, nous, dans la mid-card de Monday Night Raw. Et là, on a, depuis quelques semaines, quelque chose d'assez édulcoré, avec des matchs qui n'avance pas non plus énormément le schmilblick. On comprend que Maxime Dupri, elle essaye de séparer Gable et Otis. Alors du coup, l'équipe perd leur match. Parfois Otis, mais Otis gagne en solo. Chad Gable perd. Donc bon, il y avait cette petite dynamique qui s'installait. Et puis alors cette semaine, j'ai l'impression que tout a volé en éclats. On a repris un autre contre-pied. Où finalement Maxime Dupri se transforme presque en manageuse un peu gagnante pour la Alpha Academy, puisque d'une certaine manière, c'est un petit peu elle qui a fait gagner le match à ses deux copains cette semaine, puisqu'elle a rendu la monnaie de sa pièce un peu à Valhalla et l'a un peu discrète aux abords du ring. Et tout ce petit bordel a fait que finalement, Chad Gable a réussi à placer un roll-up bridgé ponté, comme diraient les Français, à Eric pour le compte de 3 au bout de 5 minutes. Après, d'ailleurs, à noter un très joli Caterpillar de Otis, qui Ouais, cette fois-ci, de d'ailleurs, Otis. tu vois, la semaine dernière, on disait, ils se battaient, Maxine et Chad Gable, pour dire non, pas de Caterpillar, si, Caterpillar, non, pas de Caterpillar. Là, par contre, le Caterpillar était encouragé et a été un élément voilà, de domination du match. Donc, on a l'impression qu'on est reparti sur complètement autre chose. Cette semaine, avec même une Maxine Dupri qui, pendant la célébration de la victoire sur la rampe, faisait des petits thank you avec les V de la victoire de Chad Gable. Donc, elle est. Bon, ça y est, elle fait partie de l'académie, Maxine Dupri. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais alors, moi ce qui m'ennuie en fait, c'est tu l'as dit, c'est que d'une semaine sur l'autre, on a du mal à voir comment tout ça s'oriente et puis se définit. D'autant que alors la Alpha Academy surfe sur un bon moment, notamment porté par un Chad Gable que je trouve vraiment hyper bon en ce moment. Otis étant enfin pas plus lisse, mais disons que on est plus habitué, il est pas extrêmement flamboyant par rapport à d'autres moments. Donc ouais, ça marche pas mal, mais dans le même temps, la, 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 les flûtes, les Viking Raiders, pardon, avaient aussi un bon momentum. Donc ouais, c'est assez bizarre en fait. Il y a peu de suivi, il y a peu de construction dans l'histoire. Si ce n'est la rivalité effectivement entre Valhalla et puis Maxine Dupree. Mais ouais. En tout cas, in-ring, Ouais. ça c'est parfaitement regardé, mais j'ai du mal à voir où est-ce qu'ils veulent nous emmener en fait, pour être clair. Hmm. Ouais, ouais, non, c'est ça. Écoute, pareil, bon, comprends pas trop, mais bon, ça avait le mérite, on va dire, d'être divertissant, parce que moi, c'est vrai que j'aime Divertissant, tellement l'Alpha exactement. Academy que bon, tout fonctionne avec eux. Allez, on va attaquer un des trois, voire des quatre gros morceaux de ce Monday Night Raw, et on va attaquer avec Brock Lesnar et Cody Rhodes. Alors, il s'en est passé des choses cette semaine avec Brock Lesnar et Cody Rhodes. Alors déjà, ils ont ouvert le show. Alors, c'est pour ça que je l'avais laissé un petit peu de côté. Ils ont ouvert le show cette semaine avec tout de suite en fait prise d'antenne et dans ce qu'adore Raphaël, tout de suite un show qui commence dans le chaos puisque Cody Rhodes arrivait tranquillement dans l'arène en costume, tout ça, tout beau, tout propre. Et là, il se fait sauvagement attaquer par Brock Lesnar dès le début de l'émission.
Et alors là, déjà, moi, je sais pas comment t'étais, mais tout de suite, moi, devant mon écran, je me suis dit, oh putain, ça va chier, parce que tu sais que des beatdowns backstage de Brock Lesnar, généralement, ça va envoyer du très très lourd. Euh, et donc, et j'étais un petit peu déçu. Tu vois, je m'attendais à un petit peu plus déchaînement de violence, mais bon, ça a été quand même globalement assez stiff. Hein. Cody Rhodes qui s'est fait Ouais. balader comme comme un chiffon, là vraiment, il s'est fait lancer partout contre des barricades, dans des tonneaux, un peu dans une pile de fûts de bière, un peu en alu là. Il s'est fait cogner dessus, en veux-tu en voilà. Et puis le coup de grâce est arrivé quand Brock Lesnar, déjà il lui gueulait dessus, hein, parce qu'il s'est fait évidemment écho à la promo très provocatrice de Cody Rhodes la semaine dernière, hein, qui était venu face caméra, tout seul au centre du ring avec son micro et dire moi je veux me battre contre Brock Lesnar, hein, je veux fight Brock Lesnar, je le challenge à Night of Champions, il n'y a pas de problème et tout, machin. Et donc là, bah voilà, Brock Lesnar qui lui a gueulé dessus pendant qu'il était par terre, il dit you wanna fight me, tu veux me combattre, c'est ça que tu veux, bah vas-y, fight me alors Cody, fight me. Et donc bah, il le relève, il le plaque contre un Une mur, porte là. Ouais. contre une porte un peu là déroulante. Et donc là, il prend un des fûts justement qu'il y avait derrière lui et il lui assène un coup terrible à l'arrière de l'épaule. Donc Cody Rhodes se tord de douleur, il hurle par terre et va dès lors démarrer un petit fil rouge dans l'émission sur l'état de santé de Cody Rhodes, parce que donc il a l'air de se tordre de douleur. Nous sommes à peine quelques encablures de Night of Champions. Le match va-t-il avoir lieu? Les intervieweurs de tous bords, Byron Saxton, tout le monde veut savoir voilà comment va Super inquiet. Cody Rhodes. Byron Saxton, hyper inquiet. Super inquiet, Byron Saxton, très très très. Donc voilà, on essaie d'écouter aux portes de la medical room, on essaie de savoir, on essaie d'en savoir plus auprès de Triple H, de tout le monde, mais bon, voilà, personne ne peut dire quoi que ce soit sur l'état de santé de Cody Rhodes. On ne veut pas se prononcer sur va-t-il y avoir match, ne va-t-il pas y avoir match. Et donc un peu plus tard dans l'émission, on continue fil rouge et donc là c'est carrément donc Brock Lesnar qui prend sur lui pour aller dans le ring. Alors petite vignette juste avant assez intéressante, c'est que enfin assez rigolote, c'est que ça intervient à l'issue en fait on était en pleine interview de Mustafa Ali dans la Gorilla Position. Mustafa Ali qui était un peu dépité, un peu déprimé parce qu'en fait voilà, il racontait il n'avait pas grand chose à dire de positif, c'est par rapport à sa gimmick, hein, pas grand chose à dire de positif sur Night of Champions parce qu'en fait voilà, toute sa vie, il a voulu des opportunités comme ça. Hein. Il en est arrivé très proche, mais il a jamais vraiment eu ces moments. Ouais. Et puis en fait, là, il est un peu déçu parce qu'il va avoir son grand moment, mais il a l'impression que, en fait, personne croit en lui, que personne pense qu'il peut le faire. Parce que c'est vrai il se fait globalement moquer hein, depuis des semaines par Gunther, par Imperium, d'une certaine manière par un petit peu tous les gens qui y croisent. Bon, ouais. Et donc personne croit évidemment qu'il va battre Gunther à Night of Champions pour le titre intercontinental. Un build assez particulier hein, quand même, faut le reconnaître. Et puis d'ailleurs build qui va pas s'arranger puisque donc c'est pour ça que je fais la transition. Mais donc Brock Lesnar en fait passe un petit peu comme une boule de feu à côté de Mustafa Ali. Et puis il s'arrête, il le regarde, il fait Get a life kid et puis hop, sa musique se déclenche, il part au ring. Donc là c'est vraiment pauvre Mustafa Ali qui baisse la tête et qui s'en va. Personne ne m'aime, machin. Donc bon, voilà, un petit moment un peu étrange avec ce build-up qui est vraiment pas du tout. Enfin bon, étrange. Là je questionne un petit peu le choix je sais pas quel est l'intérêt en fait de regarder le match samedi, mais bon ok. Et donc, on va pas s'attarder forcément là-dessus. Brock Lesnar, il arrive dans le ring. Donc là, sa musique, voilà, la musique retentit, patati patata. Donc il prend le micro et puis alors, évidemment, il a bon rôle. Hein. Il se moque de Cody Rhodes et dit alors, Hershey, Pennsylvania, what you want to talk about? Donc c'est évidemment la petite catchphrase de Cody Rhodes. Donc alors le problème, c'est que moi, voilà, Brock Lesnar, il dit, moi je sais, écoutez, on peut parler d'une chose, hein, si vous voulez, c'est que en fait, Cody Rhodes, il va pas être capable de catcher à Night of Champions, en fait. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Mais ne vous inquiétez pas. Brock Lesnar est là. Brock Lesnar est magnanime. Brock Lesnar est un showman. Brock Lesnar est un homme du peuple. Et Brock Lesnar va envoyer un open challenge pour Night of Champions. Pas de problème. Le match aura bien lieu. Je vais catcher, les gars. Vous inquiétez pas. Donc sous les sifflets de la foule évidemment hein, le heel conspué et donc on se demande qui va répondre à cet open challenge. Qui va répondre? C'est Cody Rhodes himself
Cody Rhodes qui arrive le bras bandé, avec plein de glaçons autour de plein de poches de glace autour du bras. Il arrive. Alors évidemment, il est accompagné d'Adam Pearce, de plein d'hommes de la sécurité qui disent non, Ah oui. non, Cody Rhodes n'y va pas, tu vas mourir. Cody Rhodes, non, arrête. Et avec Cody Rhodes n'écoutant que son courage ou son inconscience, c'est selon, se précipite dans le ring. Enfin, se précipite, non, il monte tranquillement dans le ring. Alors, c'est la bête qui va à l'abattoir. Hein. Il monte tranquillement. On a l'impression qu'il sait qu'il va y aller. Il sait qu'il va ramasser, mais il faut qu'il y aille. C'est comme ça, c'est plus fort que lui, c'est son honneur. Quelque chose qui sera réutilisé dans un segment un petit peu plus loin et qui je trouve, était, d'un point de vue storytelling, assez intéressant. Et donc, voilà, Cody Rhodes se dit, écoute, j'y vais, tant pis, j'y vais. Et donc, il rentre dans le ring, il enlève ses bandages, il enlève ses poches de glace, il jette tout. Et ce qui devait arriver arriva, sous les traits horrifiés d'Adam Pearce au bord du ring. Cody Rhodes se fait directement attraper par Brock Lesnar, qui met sa Kimura sur un bras déjà prétendument cassé, d'après les échos qu'il y avait backstage tout au long de ce fil rouge. Et donc prise terrible, Cody Rhodes qui hurle, donc Lesnar qui finit par lâcher la prise, qui lui écrase le bras sur le passage de sortie du ring pour bonne mesure. Et qui lui lance d'ailleurs son petit chapeau. Et donc voilà, on laisse un Cody Rhodes gisant au milieu du ring, sur lequel maintenant il ne fait plus aucun doute que son bras est en miettes. Et donc maintenant le doute est total. Vont-ils nous rejouer le Hell in a Cell de 2022? Kayfabe cette fois. En tout cas, voilà, le décor est planté. Et avant de poursuivre, on va s'arrêter là quand même, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Qu'est-ce que tu as pensé de de ce go-home show, de cette rivalité qui est un des 3 main events de Night of Champions? Moi, j'ai trouvé qu'il fallait ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait quand même hausser un peu le niveau de la feud et repositionner Lesnar au niveau où il est, à savoir The Beast Incarnated, et pour qu'on puisse quand même comprendre que Cody Rhodes, il allait pas juste faire un petit pas de côté, réaffronter 2-3 avant de retourner aller chercher sa ceinture méritée, promise, dictée, où il y avait déjà son nom dessus quelque part, et que justement il fallait quand même qu'il fasse un peu son chemin de croix, ou qu'il prouve certaines choses en tout cas. Et ça en fait partie. Et pour moi, et donc du coup, il fallait que l'affrontement avec Brock Lesnar ait du sens. Et le sens, il a été donné par le rappel à la violence dont est capable Brock Lesnar. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, il y en a peut-être un peu too much, j'ai trouvé, sur la partie Cody Rhodes seul contre l'adversité, le monde entier, laissez-moi l'honneur de la bataille, etc. Ouais, c'est vrai que comme tu l'as dit, ça a rappelé ça a un peu rappelé l'affrontement avec Seth Rollins quand il était extrêmement blessé. Alors, il y a eu quelques gros plans sur son biceps où on pouvait distinguer peut-être des trucs, mais c'était quand même assez vague. En mode, regardez, comme son pectoral qui avait été déchiré, où il y avait plein de sang, mais là pour le coup c'était quand même assez beaucoup plus Oui, parlant. visuellement c'était terrible. Visuellement c'était quand même autre chose. Donc on nous resserre un peu le truc avec un Brock Lesnar qui est présenté quand même ultra violent, et finalement c'est là où il est quand même le meilleur, plutôt que dans ses blagues de cow-boy. Donc allons-y, mais je pense que c'était nécessaire de hausser le niveau de jeu. Maintenant, au moins du côté de Brock Lesnar. Du côté de Cody, je suis moins emballé par le côté grand chevalier, American Nightmare, hein, rappelons-le quand même. Alors que là, ça fait plutôt American Paladin, donc je sais pas, à voir, à voir. Ouais, bon, c'est vrai que moi je suis très 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 fan, hein, de ce qu'ils essayent de faire avec Cody Rhodes perso, mais bon, oui, je peux comprendre, mais je te rejoins sur le fait que voilà, il fallait clairement monter d'un cran, et puis en fait ça, voilà, je pense que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, j'en ai parlé, je disais, il y a un truc qui est génial avec Brock Lesnar en fait, c'est ça qui fait aussi que son personnage a une aura tellement folle. C'est qu'en fait, dès qu'il est à l'écran, tu sais qu'il va se passer un truc de ouf. Il va casser des culs, défoncer des Ouais. bouches. Il va y avoir un mec qui va partir à l'hosto. C'est ce que j'avais dit, je pense, avec Irem il y a 1 ou 2 semaines. Mais c'est en fait, il y a un truc, c'est tu ne peux pas en fait ne pas regarder un segment de Brock Lesnar, parce que tu peux être sûr ça va chier, quoi. Enfin, c'est sûr ça va chier, et donc ça ne loupe jamais. Et c'est ça qui est fantastique, je trouve, dans le build-up dans le build de Brock Lesnar, c'est qu'il pourra toujours perdre des matchs.
ça changera jamais le fait que de toute façon c'est un monstre et que en weekly quand il apparaît, t'es sûr qu'il y a un mec qui est foutu, quoi. Et donc bon bah là en ce moment c'est Cody Rhodes qui ramasse et il a bien ramassé cette semaine. Et c'est difficile de pas boucler ce segment sans parler de finalement ce qui a fait office d'image de fin de show, puisque ce fil rouge a continué jusqu'à après le main event avec une dernière vignette qui pour moi était sans doute la meilleure, la plus fine et la plus intéressante, et vraiment encapsule, je trouve, le travail qu'ils font avec Cody Rhodes, qui pour moi est le bon positionnement qu'il faut faire pour l'emmener jusqu'au WrestleMania de l'année prochaine. C'est la petite vignette qu'on a eue à la fin, parce qu'on avait Cody Rhodes voilà, dans les vestiaires, en train de faire sa valise. C'était la fin de l'émission, on était proche des crédits de fin. Tête un peu, tête très basse, le bras complètement défait. Et là, qui est-ce qui arrive pour s'asseoir à côté de lui? C'est Triple H, Papa H, qui arrive vraiment dans un positionnement très, comme il sait faire, hein, très paternaliste, protecteur, et qui vient pour parler, pour essayer de raisonner Cody Rhodes, hein, qui continue manifestement de refuser l'attention des soignants. Il dit Cody, j'ai cru comprendre que voilà, tu voulais pas que les médecins t'examinent, mais tu sais très bien, enfin regarde-toi, tout le monde sait que ton bras est cassé, toi-même tu le sais, je le sais, tout le monde le sait, tu peux pas catcher samedi, c'est impossible. Et donc là, la tirade du babyface s'entame. Cody Rhodes qui dit que mais non, mais j'ai pas peur, j'en ai rien à faire, j'ai toujours catché avec des cicatrices, avec des handicaps, c'est pas ça qui va m'arrêter, je peux catcher samedi, je vais combattre, personne m'en empêchera. Donc là, et c'est là, Triple H lui rend l'appareil, il lui dit non mais attends Cody, arrête, personne ne questionne ta bravoure, ton courage, y a aucun problème, mais c'est juste qu'il faut que tu saches t'arrêter, il faut que tu te protèges de toi-même en quelque sorte, c'est un petit peu ce qu'il lui dit. Et Cody Rhodes d'ailleurs qui le renvoie un petit peu à ses pénates, hein. Il dit, Triple H me dit attends, mais c'est toi qui me dis ça, c'est toi The Game, mais t'as jamais refusé aucun défi, t'as toujours catché dans toutes les circonstances possibles et imaginables, c'est exactement ce que t'aurais fait par le passé à ma place, tu t'aurais jamais refusé ce combat. Et donc je vais aller à Night of Champions, je vais combattre Brock Lesnar et c'est tout, c'est comme ça, c'est ce que tu aurais fait, c'est ce que je vais faire. Et là, parfois on dit il y a des silences qui valent plus que les mots. T'as Triple H qui baisse la tête, qui tape sur l'épaule, qui tape sur la cuisse de Cody Rhodes, qui lui fait un petit sourire, qui lui tape encore un petit peu sur la nuque, qui se relève et d'un petit soupir. Mode, bah écoute, c'était assez marrant parce qu'il y avait plein de façons, je trouve, d'interpréter ce petit truc. Est-ce qu'il lui donne sa bénédiction? Est-ce qu'il est dépité? Est-ce qu'il est fier de lui? Est-ce qu'il se dit, ah ouais, moi, c'est vrai que j'y ai vu beaucoup de, ouais, ben en fait, t'es une star, t'as tout compris. Bah oui, voilà, je peux pas t'en empêcher. T'es exactement comme moi, et donc, bah tu vas faire ce que t'as à faire, et tant pis pour les conséquences. C'est le plus important, c'est ton honneur, c'est tes valeurs, machin et tout. Il y avait un truc qui était assez touchant, assez attendrissant. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait aussi, d'une certaine manière, une sorte un peu de mise en abîme de la carrière de Cody Rhodes dans ce segment, de dire tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a connu, les hauts, les bas, et finalement, et en fait, jamais il s'arrête, jamais il abandonne. Il est passé par tous les états à la WWE, il a été moqué, raillé, il est parti, il a monté la WWE, il a le succès qu'il a eu, il est revenu en superstar absolu, il est maintenant adulé de tous. Et j'ai trouvé que voilà, il y avait une sorte un petit peu presque de symbolique, d'adoubement de Triple H, de dire mais voilà, c'est finalement Cody Rhodes, regardez Cody Rhodes, c'est ça. Et dans ce qu'on disait avec IRM de pourquoi c'était bien d'avoir fait perdre Cody Rhodes à WrestleMania, c'est parce que Cody Rhodes, c'est un petit peu ce qu'ils essayent de faire avec lui, c'est le babyface ultime, et un babyface n'est jamais plus fort que dans l'adversité. Quand il y a des gros échecs, il peut pas réussir du premier coup. Et donc là, en fait, ce qu'il est en train de vivre, c'est vraiment, c'est cette succession d'échecs, c'est la difficulté, c'est le parcours, le chemin. Et on est en train de vivre ce chemin avec lui, et c'est très très dur. Et donc là, bah voilà, c'est les épreuves, et le résultat du match de samedi n'est peut-être pas si joué d'avance. Donc j'ai beaucoup aimé cette symbolique finale, et ça jette vraiment un vrai doute sur le résultat final de ce qu'ils veulent faire samedi. Avec peut-être aussi cette théorie toujours, quand on implique Triple H dans un segment,
ça pue toujours un petit peu. Ça peut aller dans tous les sens. Et tu vois, Ouais. je me dis, il y a même peut-être un monde qui existe dans lequel Triple H, en fait, ce Cody Rhodes vaillant qui essaye d'émuler en quelque sorte le Triple H d'autrefois, bah en fait, ça lui sort par les trous de nez. Et d'une certaine manière, c'est lui qui a envoyé Brock Lesnar, tu vois, dégoupiller Cody Rhodes. Il y a aussi cette option-là qui peut se jouer. Tout est possible. Je trouve que c'était absolument passionnant comme fil rouge cette semaine. Ça m'a beaucoup plu. Et malheureusement, je vais devoir arrêter ma participation à cette analyse ici et à passer la main à notre cher président, patron IRM, qui nous écoute peut-être pour prendre la suite de cette présentation avec toi, Gélial, puisque je dois partir. Donc je vous laisse avec ces petites pensées sur ce segment Et sur lequel on va rebondir mieux. et je vous écouterai avec grand soin pour savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Peuple de catch-up, je vous dis à très bientôt et je vous laisse entre les meilleures mains. À Allez, bientôt, dehors les Giscard. manouches. Allez, ciao. Allez, salut. Bon, allez, on revient reposer les bases, là, Gélial. Là. Ouais, on va Possible. parler un peu sérieusement parce que c'est vrai que T'es fait voilà. entourlouper. Comment t'as pu accepter de faire une analyse avec Giscal? J'ai signé des papiers, il m'a forcé. Ah oui, c'est vrai. C'est son truc, ça. Il fait signer les Ouais. papiers. Et Et après, on est bloqué. engagé. Ah, On se retrouve bloqué. on se retrouve bloqué. Alors, Soro, ouais, donc vous avez terminé Triple H, formidable. Quelle image magnifique. Quelle image magnifique qui a fait frissonner, j'imagine, nombreux auditeurs derrière leur écran. J'arrive au bon moment, je crois, si vous avez pris le fil un petit peu temporel du. Alors, de on n'a l'épisode, pas, là. on a digressé. On a digressé en suivant quelques fils rouges et notamment le fil rouge, comme tu viens de le voir avec Triple H. Tu as un avis à donner, toi, par rapport à t'as entendu ce qu'a dit Giscal sur cette et l'impression qu'il en a par rapport à ça. De ton point de vue, le positionnement de Cody, l'intervention de Triple H, la violence de Brock Lesnar, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Ah bah pour moi c'est le grand test, hein, de toute façon, hein, cette rivalité, c'est ça passe ou ça casse. Cody Rhodes, soit il va ressortir encore plus over qu'il ne l'est déjà, et ça aurait été déjà rien que ça un sacré tour de force parce que le mec il est juste over, juste en arrivant sur le ring, il fait sauter les toits. Soit ils vont étirer un truc et ils vont casser quelque chose en lui, entre lui et le public, avec cette feud avec Brock Lesnar. Euh, le fait qu'il y ait Triple H, moi je trouve ça c'est assez rassurant en fait. C'est assez rassurant parce que ça peut ouvrir des portes derrière sur ce qui va se passer et cette longue route de la rédemption qui visiblement attend Cody jusqu'à peut-être WrestleMania. Donc je reste, Cette route de la rédemption ou cette route de la légitimité? ouais, de la légitimité, c'est plutôt presque la route de la comment je pourrais appeler ça, de l'humilité presque. Tu Ouais. vois, où il arrivait en Mm. étant investi, presque fils prodige qui devait finir l'histoire de son père, obsédé par ça. Finalement, on l'a remis à sa place et il a un peu ce statut de je dois refaire mes preuves et passer par les vraies épreuves, les 12 travaux d'Hercule, quoi. Il avait Ouais, à ouais. peine fait. Donc, moi, j'y crois toujours à Cody. De toute façon, s'ils s'y prennent bien, ça va être magnifique, ça va être grandiose. Mais sur ce chemin peut-être un peu plus long, avec un peu moins direct que ce qui a pu effectivement, pas nous être présenté, mais nous être vendu suite à son arrivée, Ouais. quoi. Le fait de dire, voilà, c'est le meilleur, il est là, il est là pour tout gagner, et ça va se passer comme ci, comme ça, Ouais. quoi. Ce qu'on avait pu croire finalement. Le fait que vu il arrivait, il allait évidemment prendre la ceinture, il allait évidemment gagner, il allait évidemment tout ce qu'on veut, quoi. Et ce qu'on a vu, c'est que c'était pas si simple et qu'il a été renvoyé dans ses 22 de manière assez sèche par Roman. Et donc ouais, ça permet de. Enfin, moi je vois effectivement le terme de légitimité. Il est en train de manger un peu son pain noir en se disant ouais, finalement il va falloir quand même que je passe par les étapes par lesquelles tout le monde est finalement passé Mhm. pour être légitime et puis pour être méritant ou tu vois pour mériter en fait ce qui va arriver par la suite et je trouve ça assez intéressant et que du coup il y a cet adoubement alors puisqu'elle en a parlé, est-ce que c'est un adoubement mais ou est-ce que c'est un agacement, on le saura par la suite, mais qui est a priori dans un premier temps cet adoubement par Triple H. Voilà, ça prouve que le chemin qu'il emprunte
semble être au moins le bon, Ouais. quoi. Au moins le bon. Ah, et je pense qu'il y a aussi une alors après, ça se trouve, dans une semaine, il va lui faire une crasse, quoi. Mais il y a une sorte de bienveillance d'un Triple H mature qui a connu Cody Rhodes il y a 10 ans et que lui aussi, et Triple H ayant aussi tout son passif. Voilà, c'est papa Triple H, donc il voit cette espèce de figure un peu de filiation de fils presque Ouais. envers Cody. Et tu sais, c'est cette tape que tu donnes à ton fils pour l'encourager et en même temps tu sais que il va se casser il va se casser des dents, toi, parce qu'il dit bah il sait par Ouais, quoi il va ouais, devoir passer. Donc ouais, il y a cette folie, cette flamme en Cody Rhodes qui s'exprime et qui a du mal, qui ne s'éteint pas en fait, hein, qui n'arrive pas à s'éteindre, il est tête brûlée. On l'a vu avec cette séquence avec Brock Lesnar où il avait rien à prouver. Qu'est-ce qu'il allait se faire péter le bras c'était bête, toi. ouais, ouais, c'est ça, Et c'est le ça. fait que Ça n'a tu aucun intérêt. ce Triple H, cette séquence avec Triple H dans le même épisode à la fin, il y a vraiment ce côté, écoute, ok, cette flamme là, mon fils, c'est beau, tu as la flamme en toi, mais voilà, tu vas te prendre des casses et je serai là pour toi, pour t'épauler. Mais il se projette, toi. Il sait presque limite, il sait ce qui va l'attendre. Et Ouais, ouais. bon, en tout cas, c'est un peu des grilles de lecture là que j'aime et qui, j'espère, va continuer, toi. Je pense cette figure un peu paternelle de Triple H bienveillante peut pas mal jouer, toi, hein, je trouve, pour Cody Rhodes. Non, et puis en plus, enfin, il a une aura de dingue, Ouais. Triple H, quoi. On sent que quand il intervient, même quand c'est pour parler des résultats financiers, de l'action et compagnie, comme il avait pu le faire, là, avec le rachat, enfin bon, même dans ces moments-là, il perd pas forcément grand-chose en termes de crédit. Donc il a quand même une aura assez folle. Donc quand il vient taper sur l'épaule de Cody Rhodes, c'est pas anodin. C'est tout sauf gratuit, en fait, quoi. Donc ouais, c'est assez intéressant. Ça en dit long sur aussi sur les attendus de la WWE vis-à-vis de Cody Rhodes. Donc ouais, on va attendre, on va voir la suite avec impatience. Et puis on va être à côté de Cody Rhodes sur son chemin de croix ou au moins sur sa rédemption ou comme on disait, hein, sur un peu tout, quoi, pour le voir arriver, aller chercher sa ceinture. Là c'était raté, mais le prochain coup, Vous quoi. avez parlé du match tag team avec l'Alpha Academy? Oui, Magnifique. tout à fait. Et nous en avions dit relativement du bien par rapport à ce qui se passait in ring, plus quelques histoires qui se constituaient, mais pour lesquelles on était un peu, voilà, on n'était pas complètement satisfait parce qu'il y avait beaucoup de flou et beaucoup de pistes ouvertes, de portes ouvertes sur ce qui pouvait être fait entre Maxine Dupri, Valhalla, etc., etc. Mais on avait apprécié, comme il se devait, ce qui s'était passé entre les cordes avec les slips. Donc on en avait parlé. Raquel Rodriguez versus On Sonya avait Deville. également Ça, vous n'en avez fait. pas parlé, ça. La blessure de Liv Morgan. Terrible. Non, on avait même prévu de pas en Ah, parler bah du c'est pour tout. ça que j'ai dit qu'elle est partie. Liv Morgan est blessée à l'épaule. Elle est out. Elle est out. C'est terrible, hein, mon bon Géliel. Euh, Attends, brûler un je suis cierge. extrêmement déçu. Voilà, Géliel a brûlé un petit cierge pour Liv Morgan. Peut-être même deux. Allez, deux cierges pour Liv Morgan. Titre vacant. Il y en Titre a eu vacant deux. qui sera défendu. Enfin, des nouvelles championnes seront couronnées lundi prochain, hein, Monday Night Raw. Ça va être, un grand moment. Un grand moment. Raquel Rodriguez affrontait Sonya Deville accompagnée de Chelsea Green. Et puis Raquel Rodriguez, elle est forte, elle porte un énorme choc slam sur Sonya Deville. Les méchantes n'ont rien pu faire. Un match remporté rapidement. Et derrière, les méchantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles attaquent Raquel. Génial. Eh ouais, ça c'est pas cool. Et Bien sûr. qui arrive, tout simplement, ce qu'on devine être la future partenaire de Raquel, hein, qui devait trouver du coup une partenaire pour remplacer Liv Morgan. Est-ce que tu avais deviné qui ça allait être? Il y avait un indice sur la couleur du pantalon Moi, de j'attendais le Raquel, tank. était un indice. Non, je n'avais pas. Non. Je suis pas assez fin dans ce genre d'analyse pour avoir imaginé que ça pouvait être Shotzi qui arrivait avec son tank, sans son Sinon, ça aurait tank été un d'ailleurs. peu long. Mais non, je n'avais pas. Ouais, c'est un peu long pour arriver au ring. Non, je n'avais pas deviné. Chauzy arrive à la rescousse et ça va être elle, Tu tout l'avais, simplement toi? la partenaire de Raquel. C'est ce qui est décidé dans une petite séquence backstage avec les filles qui sont les nouvelles meilleures copines de la WWE. Voilà, les amitiés. Ouais, les amitiés Depuis 3 féminines minutes. se font et se défont comme dans les séries télé au lycée américaine, tu sais. C'est assez incroyable. Mais Ouais. voilà, Shotzi, la bouche-trou officielle de la WWE, qui donc rejoint Raquel.
On reste dans la division féminine, puisque on a Trish Stratus qui demande d'abord à Adam Pearce de rajouter une clause de une not touch clause sur l'intervention qu'il va y avoir ce soir, la signature de contrat. Donc pas le droit de se toucher entre Becky Lynch et Trish Stratus. Et Becky Lynch donc qui arrive pour la fameuse signature de contrat. Becky Lynch en mode super Becky la Man, foutre. quoi. C'est-à-dire méga Becky Too Bad, ça, quand elle était en mode Fashion Week avec ses lunettes en forme de doigt là, qui c'était assez impressionnant. Ouais, elle y voyait pas grand chose. Elle y voyait pas grand chose. Elle était là. C'était même pas des vraies lunettes, il n'y avait pas de verre évidemment. Donc Becky, elle arrive, elle se pose, rien à battre, elle signe le contrat pour régler cette affaire le plus rapidement possible. Alors, désolé, là j'ai un appel, je dois répondre, Géliel. Je vais prendre parce que je vais t'expliquer exactement ce que je pense de ce moment. Enfin, alors ça a beaucoup parlé effectivement. Trish a beaucoup parlé puisqu'elle était obligée, puisque comme tu l'as dit, Becky était en mode un peu silencieuse, un peu très au-dessus de finalement de ce que Trish pouvait lui proposer et comme adversité et comme histoire à raconter par rapport à leur opposition, par rapport à leur feud. J'ai trouvé ça assez gênant. Enfin, voilà, j'ai trouvé que la promo réalisée par Trish était de bien faible, d'un bien faible niveau. Et alors après, on peut se raconter tout ce qu'on veut sur, comme le dit d'ailleurs très bien Trish, hein, comme quoi c'était la meilleure, qu'elle a toujours été au-dessus de tout le monde à tous les niveaux. Néanmoins, on peut quand même reconnaître un truc aux filles de maintenant et à la division féminine de maintenant, c'est que il y a quand même eu un sacré step-up au niveau des promos, au niveau de ce qui était possible de faire dans les segments. Et là, on a eu, je crois, 7 à 8 minutes d'une Trish Stratus seule au micro avec une Becky Lynch silencieuse. Et ça a été extrêmement malaisant pour reprendre une expression un peu du moment, mais enfin ça a été quand même l'affichage assez malheureux d'un niveau abyssal du niveau de promo que pouvait faire une Trish Stratus. En tout cas, j'ai pas du tout été convaincu et j'ai trouvé ça extrêmement faible. La fin prouvant d'ailleurs tout le reste, puisque enfin pour moi Becky en 3 mots l'a renvoyé largement à ses études. Et pourtant, Dieu sait que ça fait un moment qu'elle en est sortie. En tout cas, voilà, promo à sens unique et très médiocre, je trouve, de la part de Trish Stratus, qui nous vend pas grand-chose par rapport à cette feud. Et du coup, j'ai bien peur qu'on assiste à quelque chose de finalement assez mauvais pour un retour qui se devait être un peu plus, sans doute, espéré plus sympa pour Trish Stratus. Voilà. Donc très déçu par le moment et puis au-delà de déçu, j'ai pas du tout apprécié le moment. J'ai trouvé gênant pour moi. Ouais, bah si, Je sais pas ce que t'en as pensé. Pardon, c'était complètement gênant et j'en veux. Je vais être honnête, j'en veux presque. Est-ce que j'en veux presque avec qui? J'en sais rien. En fait, la scène était mal faite. En fait, tu sais, on dit qu'il faut montrer les points forts et cacher les faiblesses. Et là, on fait tout l'inverse avec Trish Stratus. On fait tout l'inverse. Lui donner cette longue séquence, cette tribune libre de promo où en plus elle doit faire face à une Becky qui est over juste en mettant assise sur le bureau avec les pieds sur le bureau là. On l'a envoyé au charbon quoi. Donc ok, je veux bien comprendre qu'on veut nous montrer qu'il y a du vrai dans ce que dit Becky, que Trish Stratus c'est du fake et qu'elle est pas du tout à la hauteur de cette réputation qu'elle a et que les gens sont en train de se rendre compte. Je suis pas certain que il faille autant appuyer là-dessus, le démontrer, toi. Là, on l'a démontré 3 semaines d'affilée. Bon, ça commence un petit peu. Limite, s'il n'y avait pas eu les 2 promos précédentes de Trish Stratus toute seule, pourquoi pas, toi? Il y aurait eu un face-off comme ça, et là, les gens disent, ah ouais, en fait, elle a raison, Becky, Trish Stratus, c'est du bidon, là. Et puis, ça aurait presque suffi.
Là, c'est vrai que c'était le dernier clou dans le, dans le cercueil de la réputation de Trish Stratus. Euh, Moi, j'en veux beaucoup à la WWE d'avoir fait ça, hein. Franchement, c'est très, c'est pas du tout bienveillant Même pour d'avoir Trish fait ce genre de Stratus, truc, quoi. quoi. Ouais, Enfin, ouais, je veux bien. Ok, et ok. je sais pas Enfin, qui ça sert, il y a quoi. toujours une part Mais de, bien sûr. on embellit le passé. On le sait bien, toi. On met au Hall of Fame des mecs qui avaient pas forcément du mérite. On ressort tout le temps les mêmes papis et mamies du frigo, du congélateur. Et voilà. Et puis quand tu creuses, t'apprends qu'en fait c'était pas forcément des gens bien. T'apprends que en fait c'était, ils ont révolutionné rien du tout. Et de là à nous le mettre comme ça sous le nez, ça casse complètement le glamour de l'affiche, quoi. Hein. Tu te dis, c'est quand même Becky Ouais, Lynch qui affronte ouais. une Hall of Fameuse, qui avait une... Enfin, voilà. Et là, maintenant, en fait, t'as l'impression qu'elle affronte quoi? Elle affronte une fraudeuse, quoi. Une fille qui, en fait, bah voilà, sa réputation est déjà détruite. Qu'est-ce qu'elle a à prouver maintenant dans le ring? C'est assez... Ouais, ouais, comme tu dis, ouais, ça doit être douleux qu'il faut en vouloir d'avoir booké ça comme ça. Donc, bah, un carton rouge, hein, là, j'imagine, hein, quand même. Hein. Carton rouge. Oui, Du coup, là, je zappe deux, trois franchement, trucs dont vous avez déjà parlé. Seth Rollins, vous en avez parlé de Seth Rollins? Vous êtes allé jusqu'au bout de cette interview interminable? Oh là 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 là. non, pas encore, Oh là pas là, donc encore, c'était une interview pas encore. Et Dieu sait que c'était long, sur effectivement. ces 2 jours. Il y en a d'abord un premier bout au début. Vous vous souvenez, il nous avait laissé un petit peu sur notre fin. Il avait posé une question au chorégraphe, avait demandé à Seth Rollins ce qu'il pensait de Roman Reigns. Et on s'en était arrêté là la semaine dernière. Ok, donc, gros cliffhanger. Rollins dit qu'il aime Roman Reigns. Il n'a que de l'amour pour Roman Reigns, c'est son frère. Hein. Ils ont construit leur carrière au début ensemble. Ils ont eu des opportunités complètement dingues. Mais voilà, ce que est devenu Roman Reigns, ça, il ne l'aime pas. Et il le déteste. C'est un égoïste qui prend toutes les opportunités aux autres. Lui, Rollins, il va être quoi? Il va être un champion combattant. Il veut se battre tous les jours, toutes les semaines, pour défendre cette belle ceinture Ah bah qui lui oui. est promise à Night of Champions. Il veut des challenges. Il veut porter le flambeau. Grève lui demande ce que tu penses d'AJ Styles. L'autre il dit c'est le meilleur catcheur de tous les temps. AJ il est incroyable. Et puis là on a petite séquence. J'ai trouvé ça très très bien. Petite vidéo d'un petit match entre AJ Styles et Seth Rollins. Nous sommes en 2006, Géliel. Il avait gagné, hein, Ouais, si je dis pas de ouais. bêtises, Seth Rollins. Ou non, attends, non, c'est AJ Styles peut-être qui avait gagné. Moi, je ne sais plus parce qu'à vrai dire, on n'a pas vraiment vu la fin du match, mais on a vu AJ Styles qui, à la fin, donc post-match, donc en 2006, hein, on est sur les circuits 1D, je crois que c'était à la NWA, je crois, un truc comme ça. On est sur les circuits un peu 1D, et il avait pris le micro, il a dit voilà, ce jeune homme de 19 ans, c'est l'avenir, c'est le futur de ce business. Et là, on est 17 ans plus tard, 17 ans plus tard, quand même, génial. Et c'est difficile de dire non, AJ Styles. Mm. Ah ouais. Il avait tort. Et c'est effectivement dur de dire qu'il avait tort. Juste pour terminer cette interview, donc ils se sont Je suis d'accord. retrouvés plus tard hein, pour la deuxième partie de cette interview. Greff lui demande pourquoi c'est important ce titre de poids lourd pour toi. Il dit bah voilà, c'est le titre du changement, il faut du changement, on a bossé fort. Il est le gars, hein, the man pour porter cette ceinture. Le catch, c'est son rêve depuis qu'il est tout petit. Il veut créer quelque chose de légendaire et qui vivra forever tous nos petits cœurs de fans. Voilà l'objectif de Seth freaking Rollins. Alors, on est Voilà. derrière Seth Rollins, c'est obligé là, avec cette interview fleuve. Ah oui, oui, forcément, forcément. Et non, et puis ça présente, ça nous Ouais. bulle de bien. Je trouve ça sympa qu'ils soient partis sur des vieux trucs, qu'ils aient ressorti un match comme ça, quoi. C'est assez dingue. Et puis bah, que finalement ils soient repartis sur des choses du passé comme ça a pu être, comme ça a pu arriver sur certaines feuds. Pour nous construire ce match et cette finale, parce que derrière il y a quand même ce nouveau titre en plus en jeu, quoi. Donc non, moi j'ai bien apprécié ce qu'ils ont fait, j'ai bien apprécié l'idée qu'il y a eu avec, enfin la construction. Donc voilà, j'ai bien aimé bien apprécié ce moment qu'ils nous ont présenté avec cette présentation de Seth Rollins. Avec bah voilà tout ce rappel à ce qui avait pu être Ouais, moi fait aussi, par le j'ai bien passé et aimé. dit par le Et passé il faut que aussi, ça tourne autour de bien la aimé. compétition. Hein, c'est ce qu'on dit depuis le début, ce titre-là. Il faut que ça tourne autour de la compète. On a fait un tournoi pour ça. Donc, j'ai bien aimé aussi ce rappel justement de AJ Styles, Seth Rollins. C'est Oui, vrai qu'ils ont
Ce côté, voilà, cheval de travail, quoi. Les workhorse, ces mecs qui vont au charbon, qui sont des gros techniciens, qui sont des compétiteurs, voilà, qui vont Ouais, mais comme aussi. un gant, voilà, à qui justement ce titre-là de champion du monde poids lourd irait comme un gant, parce que c'est souvent le titre mondial considéré comme étant celui des champions, des grands techniciens, des grands combattants, et c'est un titre très prestigieux, hein, si on reprend la lignée originelle de ce titre, hein, évidemment. Donc, alors, au- il faut quand même dire, ce format d'interview était un petit peu long et toutes les questions n'étaient pas complètement folles. À retenir quand même ce petit clin d'œil bien appuyé du côté de Roman Reigns, Non. Géliel. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça nous met un petit peu de doute sur l'issue de ce week-end de Bah, samedi? non, par contre, disons qu'à l'issue, on est sur un Roman Reigns qui a aujourd'hui 2 ceintures, qui affronte, ouais, qui aura son match. On a finalement, à l'issue du pay-per-view de ce week-end, une nouvelle ceinture individuelle qui va être décernée. Donc, enfin, moi, je trouve qu'assez légitimement, avec quelqu'un qui en a déjà deux, ça appelle. Ça appelle à qu'est-ce qui va se faire. Est-ce qu'on va partir sur trois ou enfin du coup ça appelle l'un vers l'autre quoi. C'était pas le cas avant que Roman Reigns prenne les 2 ceintures et qu'on puisse imaginer que quelqu'un les garde finalement si longtemps ou qu'il soit dépositaire de toutes les ceintures, etc., etc. Donc du coup, bah voilà, ça appelle à ça, mais je suis pas persuadé que c'est forcément quelque chose que j'ai envie de voir moi. On a aussi sur cette année parfois eu un peu de mal avec le fait que, sachant que toutes les ceintures sont sur une seule personne, ça avait tendance aussi à limiter les feux, à limiter les adversités, à voir toujours un peu les mêmes personnes. Donc moi, j'ai pas forcément envie de le voir, mais voilà, du coup, je sais pas trop là où ils veulent nous amener avec cette référence-là. Même si c'est forcément une référence de haut niveau, puisque on voit Roman Reigns, on va pas voir, je sais pas trop qui, Ali en référence sur le Ouais, sujet, quoi. effectivement. Et puis voilà, c'est tout simple. Je pense que c'était surtout pour se détacher de l'image de Roman Reigns, montrer que ce titre-là était un titre différent, qu'il faut pas forcément y voir Ouais, quelque ouais. chose de là pour tout de suite. Même si les deux hommes sont amenés à se rencontrer, ça c'est certain, à l'avenir d'une façon ou d'une autre. AJ Styles d'ailleurs, en plus, qui lui aura dans les pattes un certain Karrion Kross. Donc tout le monde a un petit programme qui l'attend de toute façon après Night of Champions, d'une façon ou d'une autre. Mais écoute, Gélial, si j'ai rien Karrion Kross, oublié, oui. on arrive à notre main event. On arrive à notre main event. Incroyable. De l'action. Allez, un six-man tag team match. Voilà, la WWE expert dans la matière. Il est triple threat, ils savent y faire. Les gros tag team match en 3v3, ils savent y faire. Et puis alors là, il y a du star power. Il y a du star power de maintenant. Il y a du star power qui est en train de se construire avec d'un côté évidemment Imperium, hein, l'autre grosse faction de la WWE versus Kevin Owens et Sami Zayn qui du coup sont accompagnés par Matt Riddle, hein. C'était un petit peu la surprise, savoir qui allait accompagner les Canadiens dans leur match de ce soir. Et bien c'est Matt Riddle. Il y avait une petite piécette qui aurait pu être mise sur Mustafa Ali, mais vu le peu de d'estime, enfin voilà, je pense que son ego à Ali a été suffisamment amoché ce soir. Oui, je pense Oh, il en que a ouais, plus, c'est je pense ça. qu'il faut qu'il Oui, en il en avait rachète un déjà neuf. plus, donc Je pense finalement, c'est peut-être pour ça peut-être qu'il a rien ressenti en fait avec cette remarque désobligeante. Ça lui est passé au-dessus. Il voit de toute façon tout de façon positive. Mais on n'est pas là pour parler de Mustafa Ali, on est là pour parler des Canadiens, de Matt Riddle et d'Imperium. Un gros match avec cette dernière séquence énorme évidemment avec Sami Zayn qui veut placer le Hell of a Kick sur le champion intercontinental, ni plus ni moins, hein, Gélial, on y va. Mais ça ne passe pas. Il se fait même Ouais. pire que ça. Il se fait choper dans un gros slipper. Alors là, c'est vrai que c'est amusant cet enchaînement. Il arrive pour le kick, il fait un petit pas de côté. Hop, je te prends par la nuque. Et l'autre, allez, au dodo. Mais il y a le floating bro qui débarque et qui brise la soumission. Le tag est donné, c'est Vinci qui vient, mais il se bouffe le exploder. Le pauvre Vinci, il est rentré pour se faire démonter. Le finisher se prépare, mais Gunther, le voyou, empêche Zen, hein, il lui chope le mollet. Gunther est balancé contre la table des commentateurs.
Vinci toujours là qui va au turbin. Hein. Vinci, c'est un bon soldat, Vinci. Voilà, il y va pour charger Zen, mais Zen lui met un énorme elbow kick dans la confusion générale. Et là, j'ai trouvé petit enchaînement sympa avec Kevin Owens qui prend le tag et qui lui fait une Swanton Bomb. 1, 2, 3. Et on se finit sur une Swanton Bomb. C'est pas mal, ça nous change un petit peu hein, des finishers agréés, officiels des catcheurs. Là, il s'est quand même bouffé un elbow kick et derrière, un petit Swanton Ouais. Bomb. C'est bien, ça diversifie un petit peu les finishers. Écoute, encore un bon gros match là, bien gras comme on aime Ah pour ouais. terminer un Ouais, show ouais, rouge. je suis entièrement d'accord avec toi. Et je trouve que côté Imperium, ça. Alors, on n'était pas inquiet hein, sur la partie Sami Zayn et sur la partie même avec l'addition Riddle, ouais. euh, avec l'addition de flux de Matt Riddle. Mais je trouve que Imperium, avec quand ils sont à 3, c'est-à-dire que Ludwig et Giovanni Vinci, ça délivre, hein, ça délivre, ça donne des performances qui sont quand même super sympas. Et en plus, enfin, toujours en maintenant, parce que Ludwig a cette position très Mm. enfin, très en arrière avec les mains en arrière, tout ça. À un moment, je sais pas si c'est pas Riddle qui se Mhm. fout de sa gueule d'ailleurs en se mettant comme lui à un moment. Mais du coup, ils sortent pas de ce perso, ils sortent pas de ce truc-là. Et moi, je trouve que ça rend bien. Et puis le match, il est quand même extrêmement sympa, quoi. Ça pète dans tous les sens. Enfin voilà, pour moi, gros main event, très 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 sympa qui part bien en termes de finish parce qu'effectivement Ouais, ce sont c'est les bien. gentils qui gagnent, il y a pas de souci. Mais voilà, donc c'est très bien. Mais n'empêche que in-ring il y a eu du gros répondant, il y a eu du lourd et On a c'était eu, vraiment vraiment très agréable quoi. Donc ouais, rien à dire quoi, rien à dire. C'est un finisher qui fait, enfin alors c'est pas vraiment la fin du show, hein, puisqu'on en a parlé aussi tout à l'heure avec ce fameux interview de Triple H qui vient quand même véritablement conclure le SmackDown. Néanmoins, pour la partie catchesque, c'est bien la fin du show et ouais, il y rien a eu à une dire quoi. belle dynamique On entre a Zen été et gâtés. Gunther. J'ai bien aimé les deux trois interactions qu'ils ont eues tous les deux. Ouais, Gunther, c'était marrant parce que c'est un mec très sérieux, Gunther. Il est vraiment focalisé en interview. Il dit voilà, le mec, il vient pour le catch. C'est un métier. Il voit ça comme un vrai métier. Il fait exactement ce qu'on lui demande. Tu vois, c'est pas un mec c'est pas un psychologue du catch, quoi. Au sens, il est pas comme ouais, Sami Zayn ou Kevin Owens, qui sont des mecs qui y pensent jour et nuit quand ils vont se coucher. Toi, qui y pensent limite trop. Et c'est marrant parce que tu parlais de Ludwig Kaiser qui est à fond dans son perso. Ce mec a un contrôle de lui en termes de rester dans son personnage et de jamais break the character, donc casser son personnage, comme on a pu voir dans d'autres séquences ouais, même ouais. toi avec la Bloodline, on se souvient tous des fous rires de Jay ou de Jimmy. À Gunther, c'est pareil, des fois, il y a un petit sourire parce que je pense qu'il kiffe grave. Voilà, Gunther, il kiffe sa vie, hein, d'être là comme ça avec son Imperium et dans des grosses affiches, à mettre des gros Atsemi, à étrangler des petits rouquins. Là, il kiffe. Il kiffe. Ah, Et franchement, ça fait plaisir. C'est vraiment, c'est du lourd, quoi. Là, on est dans du main eventer et de la upcard pour les. Ça, c'est ces mecs qui vont nous accompagner jusqu'à ah ouais, ouais, WrestleMania, ouais. quoi, l'année prochaine. Hein. Donc, à n'en plus Et en redouter. plus, moi, là où je suis super content, c'est que globalement, ils sont tous relativement jeunes, ce qui veut dire que bah, ça peut que s'améliorer. Et en plus, enfin, on est déjà sur des niveaux hyper satisfaisants en termes de catchesque, quoi. Donc, et de promo et catchesque. Donc, enfin, voilà, c'est un super bon pic européen qu'a fait la WWE sur ces trois-là, quoi. Top, quoi. On sent on se frotte un peu les mains sur les prochaines années. Sur les retournements, il y aura forcément des séparations, des machins comme ça. Mais là, on a quand même trois gars. Alors, contre des confirmés, donc c'est pas pareil, mais on a quand même trois gars là qui vont voilà, qui vont nous générer pas mal de satisfaction sur les prochaines années, quoi. Donc c'est vraiment top, quoi. Ouais, ouais. Voilà comment on conclut ce show rouge, mon bon Géliel. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien. Si tu as encore de l'air dans les poumons, pour nous Il m'en partager reste. ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, pour ce Monday Night Raw du 22 mai. Alors, je vais commencer par mon top. Euh, Il y a du choix, il y a du choix, il y a du choix. ouais, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de choix.
Euh, on va partir sur le. Moi, j'aime bien, et généralement, c'est des choses qu'on voit souvent à SmackDown et un peu moins à Raw. Ce fil rouge qu'on a eu sur globalement Brock Lesnar et Cody, puisque ce sont eux qui ouvrent et qui ferment le show. Et c'est des choses qu'on a plutôt l'habitude de voir côté SmackDown. Donc, pour moi, de le voir sur Raw, ça me fait plaisir. Donc, ça va être mon top sur ce Raw. Mon flop, il va malheureusement aller, j'en suis désolé, au match single entre Candice LeRae et Zoey Stark, que j'ai trouvé parfaitement inutile, dispensable, et puis finalement même pas très bien réalisé, avec en plus Nikki Cross, voilà, que j'ai trouvé hors sol, pour être clair. Alors, qui avait toujours son personnage un peu d'excentrique, mais là, c'est l'excentrique est complètement con puisqu'elle arrive à faire perdre sa copine. Ouais. Donc non, complètement à oublier. Et puis au niveau de la note, alors je sais que ce sont des shows qui sont généralement assez longs et voilà, mais il est passé relativement bien sans être pourtant extraordinaire. Mais donc je mettrai un peu plus. J'ai fait un 2,5 pour le SmackDown de cette semaine. J'irai un 2,75 pour ce Raw. Qui, bien que long, a réussi à être pas trop indigeste et avec des choses assez intéressantes dans la construction et les histoires racontées. Voilà. Ok. Bah écoute-moi, mon flop, je vais tout simplement le donner à la séquence avec Trish Stratus et Becky Lynch. Je te le laissais. Ouais, c'est gentil. Je dis déjà, comment ça, personne n'en veut. C'est tellement mauvais que même les gens n'osent plus le toucher pour le mettre dans flop. Tu sais, je touche pas à ça, moi. Et après, j'ai moi, je me sacrifie. Je mets des gants, je le prends et je le mets en flop. Et puis à mon top, allez, je vais le donner à ce main event de Katchesque, ce dernier match qui est du solide et qui fait plaisir et qui permet de partir avec le sourire aux lèvres, de voir. C'est les mecs qu'on veut voir. Voilà. Il y en a plein, il y en a d'autres, évidemment. Mais c'est les mecs qu'on veut voir, qui sont à la bonne place, qui ouvrent les shows. Une bonne victoire pour les faces, qui fait bien. Et puis ça fait plaisir tout simplement de voir ces bons gros matchs à Monday Night Raw, qui est, comme tu l'as dit, un show qui est bien long et qui, j'ai trouvé aussi, était assez digeste, voilà, malgré ces petits couacs, ces petits X et puis ces petites choses des fois qui sont pas forcément très convaincantes. Mais on était globalement, si on peut dire, parce que c'est comme un go home show, est-ce qu'on était focus sur Night of Champions? Oui et non, parce qu'il y a tellement d'heures à remplir que tu peux presque pas te contenter de Night of Champions. Il y a des choses qui ne concernent pas ce pay-per-view. Donc, c'est vrai que on pourrait discuter aussi d'Ali qui finalement c'est son go home show pour le match de sa vie et à part d'avoir été ridiculisé backstage. C'est un petit peu dommage. Ouais. C'est un petit peu dommage. Ça aurait pu être mon flop également s'il n'y avait pas eu ce truc avec Trish Stratus. Donc ma note, je vais donner un 2, voilà, presque 3. Allez, je vais donner un 3. Je vais donner un 3 à cet épisode. Un bon 3. D'accord. Qui était, bonne note. qui était bon. Et puis, en fait, tu sais quoi, il y aura toujours 3 tant qu'il y aura le Judgment Day. Tant qu'il y aura les Canadiens qui agissent comme des vrais champions qui sont, pas les Canadiens le lendemain de WrestleMania, les Canadiens qui ont les ceintures et qui se frottent à Imperium et qui ont tous les méchants contre eux. Donc il y aura eux et qu'il y aura, je l'ai dit, le Judgment Day et tous les patrons dont on a l'habitude, Cody Rhodes et Brock Lesnar. Ouais, ça roule. Ouais, ça assure un minimum, un minimum, voilà, minimum exactement, qui roule. Exactement. C'est pas ça qui va faire que ça va être du 5 étoiles, mais ça assure de passer un bon moment. Et ça assure au moins un 2,5 oui, c'est ça, dans les reviews. Dans la grille de notes. Dans la grille, voilà. Et qu'il soit bien au courant Triple H. Voilà. Voilà. Oui. S'il veut, voilà. Oui. Voilà. On lui donne, on est clair au moins, transparent sur notre grille de notation. Exactement. Les règles sont écrites et il n'y a pas de, pas de tricherie. On lui fera parvenir par contre ce qui fait mal à la note, ce qui décote un petit peu. Voilà, les émoluments, mais ça c'est classique. Les variables d'ajustement. Bon Géliel, je te remercie en mon nom et en nom de Giscal et au nom de toute l'équipe de Catch Up d'avoir fait ce marathon parce que j'ai l'impression que vous enregistrez depuis 12 heures ce matin.
Mais quelle heure il est? Ah oui, bah, effectivement, effectivement. Non, mais en plus, bah, c'est très bien qu'on ait pu finalement le faire, qu'on ait pu finalement, on était à 2 doigts de faire la Triple Street. Ouais. On l'a eu pendant quelques petits instants, mais en tout cas, voilà, on a assuré ce SmackDown, on a assuré ce Raw qui était effectivement le Go Home Show avant le Night of the Champions. Bah écoute, merci d'avoir pris la relève. Alors, Ouais. Giscal dira que c'est pas pareil évidemment, hein, Ah, mais mais c'était comme en un tout beau hot cas tag, avec un beau hot brio. tag dans les studios là. Un beau tag, ouais, officiel, hein, c'était Ah oui, pas oui, du, c'est un vrai c'était hot bien tag beau qui tag. s'est joué à la seconde près. Ouais. Donc, appréciez, chers auditeurs et auditrices, appréciez ce qui s'est passé dans vos oreilles. Parce que c'était sans Et filet. faut connaître la technique, faut être à l'aise, voilà, faut être à l'aise avec la technique, voilà, c'est Il des fallait pas éléments. se Voilà. louper de bouton. Mais ouais, exactement. Donc, bah, en tout cas, merci à toi aussi d'avoir pris la relève pour assurer cette présentation et ce double SmackDown, ce super catch-up. Et puis bah bravo et merci à tous. Espérons que ça vous ait plu. Comme d'habitude, je fais la petite promo, mais Vas-y. vous nous retrouvez sur toutes les plateformes podcast, Ocha, Google Podcast, Apple Podcast, sur YouTube évidemment. Vous nous retrouvez également sur le Discord où on vous invite vraiment très 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 sérieusement à venir discuter avec nous. On parle des shows, on parle des rumeurs, on parle des catcheurs, on parle de ce qui va bien, on parle aussi de ce qui va mal, et puis on échange, on discute et on fait vivre tout ça sur notre. Alors par contre, obligation sur le Discord de poster uniquement quand on est en slip, mais ça c'est quelque chose qu'on accepte assez régulièrement et puis qu'on est obligé d'accepter dans les consignes. Mais sinon venez discuter avec nous, n'hésitez pas, et puis bah voilà, au plaisir de refaire cette présentation. On a le SmackDown qui devrait arriver sous peu demain, et puis le Night of the Champions Ouais, ce ça va être week-end. très très Voilà. vite hein, entre les deux événements là. Le jet lag va être fort. Le jet lag va être fort. Ouais. Alors juste petite précision par rapport à cette histoire de slip, pas besoin de nous envoyer des photos pour le prouver. On vous croit sur parole si vous postez en étant en slip Ouais. sur le Discord. On marche bien plus à la Ah confiance oui, qu'autre chose. on Hein, tient d'ailleurs. confiance, vraiment pas besoin. Après, si vous voulez, allez-y. Hein. Ça peut être aussi, c'est aussi très très agréable ou pas, mais bon. Ouais, faites attention, il y a quand même des lois en France pour ce genre de choses. J'en profite juste, Gélial, je viens d'ouvrir les pronostics Night of Champions dans la journée. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez rejoindre le concours de pronos pour Night of Champions. Le lien sera un petit peu partout, notamment sur le Discord et sur nos réseaux sociaux, pour rejoindre donc notre grosse compétition de pronostics. Là, pour l'instant, je n'ai ouvert que les matchs. Je réfléchis au fameux tiebreaker, hein, toutes ces petites questions qui permettent de baser sur ce qui va se passer ou pas, qui permet exactement de départager en cas d'égalité en haut du tableau. Ça, j'y réfléchis. Donc, si jamais, entre-temps, il n'y a pas encore eu les tiebreakers, n'oubliez pas de revenir d'ici là, d'ici à Night of Champions. Juste pour prévenir, les pronostics s'arrêteront ce samedi à 18h. Donc, 1 heure avant le lancement du show, qui, je crois, en France, est bien à 19h. 19h, début de Night of Champions, si le site officiel de la WWE est exact. Donc, voilà. Donc, fin des pronostics. Alors par contre, on avait une petite remarque. Papy préférait qu'on ferme les pronos 2 heures après la fin du show. Ça lui permettait d'avoir des meilleurs résultats, mais peut-être faut qu'on revoie le principe. Ouais, je pense pas que je vais le faire parce que je pense malheureusement que Papy se surestime et même en faisant ça, il va se planter et ce sera encore plus la honte. Donc je ne veux pas enfoncer un homme qui est déjà 6 pieds sous terre. C'est ça, qui a le genou. Hein, il a quand même fait 0 pointé au dernier prono, donc il y a peu de chances qu'on fasse ça, mais on va réfléchir pour le prochain pay-per-view. On va essayer un aménagement, peut-être un aménagement pour Papy, peut-être qu'on va faire ça. Ouais, allez, voilà. On vous donne rendez-vous très bientôt. Exactement. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut à tous. Je pense que Papy, même en lui donnant les résultats, il va se planter. Ce serait foutu de pas avoir 100%.